vidéo. Oh yeah! When the wind blows strong, we Regardez les move écrans. together where we belong. Standing united, we make this choice. A pact of trust, a pact of heart. We climb together no matter how far. Stronger as one, we take to the sky. The strength of the pack, we soar, we fly. The pack rises high, it's the wolf pack. We build, we thrive, no turning back. The pack for the wolf for the pack. This is our life, our impact. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce mardi après-midi. Mon nom, c'est Elke Steinwender. Je suis la cofondatrice avec Sébastien du Wolfpack. Aujourd'hui, le Wolfpack, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la force du collectif et l'énergie du leadership. Et je pense qu'on peut le sentir aujourd'hui à même tous les gens qui sont autour de la table. Donc, c'est quoi le Wolfpack? Le Wolfpack, c'est un groupe d'entrepreneurs qui se rencontrent à tous les 4 à 6 semaines. Et notre objectif, c'est vraiment de catalyser le potentiel qui vit au sein de chacun de nous comme entrepreneurs pour aider notre équipe, mais aussi pour accélérer la croissance de notre organisation. Et puis aujourd'hui, on agit un peu entre nous comme un hybride entre un comité aviseur et aussi un groupe de co-développement. Et aujourd'hui, on est rassemblés en grande meute, en très grande meute. Donc, on exploite le thème du Wolfpack avec ces beaux mots. Donc, une grande meute aujourd'hui. Et on va avoir un super beau panel qui va venir nous parler d'un sujet qui est souvent peut-être tabou, mais surtout inspirant de leur parcours. Donc, Sébastien, je te lance la parole pour nous parler d'un petit peu, c'est quoi la petite histoire, comment est-ce qu'on fait qu'on est arrivé aujourd'hui ici? Bonjour la famille. Vraiment content que vous soyez là. Pourquoi on est ici? Parce qu'il est arrivé un événement cet été sur le domaine où je demeure. J'ai, à un moment donné, aperçu sur la plage où je demeure une personne vraiment en forme. J'ai fait, c'est qui ce gars-là? Fait que là, je suis allé le voir, puis ce gars-là, il y avait un kayak particulier. Fait que je fais une petite histoire courte, là. J'allais faire ma petite police, pas qu'il mette son embarcation pas lavée dans notre lac au cas qu'il pollue le lac. C'est vraiment vrai, on fait attention à ça. Puis je tombe sur Jean-Marie Lapointe. Puis, en jasant, on connaît des gens communs, on connaît des personnes. Puis, je parle avec lui, on se met chum, on échange nos coordonnées. Puis, ça commence comme ça. Puis, le soir, je reviens, je discute avec ma femme, ma blonde qui est en arrière, Yoko, puis qui me dit « Pourquoi tu ne fais pas un événement sur, justement, un peu, tu sais, le leadership, tu sais, la dépendance? Mais il semble que le Wolfpack pourrait faire ça. Mais aujourd'hui, on est ici. » Fait que ça a commencé au mois de juillet, août, quand on s'est rencontrés. Puis aujourd'hui, une fois que j'ai fait le dîner avec Jean-Marie, puis que Jean-Marie était in, puis que ça faisait du sens parce qu'on est dans le défi 28 jours, on est dans le mois de février où on ne boit pas trop d'alcool et tout ça, on n'est pas supposé d'en boire si vous faites le défi. Puis après ça, j'ai fait un appel à lui, puis j'ai fait un appel, le deuxième appel, je vais vous le présenter. J'ai pris des notes parce qu'il y a tout un pedigree, puis bon, c'est mon chum depuis 30 ans, mais quand même. Fait que, mesdames et messieurs, pour animer notre discussion d'aujourd'hui sur le thème de la dépendance et du leadership, nous avons le privilège d'accueillir un homme dont le parcours définit l'idée même de la résilience. Ancien athlète de pointe, entrepreneur accompli, communicateur hors pair, il a connu les sommets et les gloires sportives devant affronter ses propres démons dans l'arrière-scène de la vie privée. Il a soulevé le trophée sur le terrain. C'est son courage à se tenir debout face à l'adversité et son honnêteté brute qui font de lui aujourd'hui un leader d'opinion incontournable. Veuillez accueillir Étienne Boulay. Quel accueil! Je ne passerai plus dans le cadre de porte en m'en allant dans les prochaines minutes. Seb, bravo. Je sais que tu as rassemblé plein de monde ici aujourd'hui. Elke, même chose, la gang du Wolfpack. Je vois plein de visages familiers. Puis c'est un bel honneur que tu me fais, Seb. Puis j'avais peur de savoir quelle anecdote tu allais raconter en me présentant parce que, effectivement, on se connaît depuis 30 ans. Ça a été
Mon partenaire d'entraînement, écoute, il était plus vieux que moi, il m'appelait Ticu. J'avais 15-16 ans, je m'entraînais avec les gars universitaires, les gars pros. Fait que j'ai appris à la dure. Ceux qui connaissent Seb, vous savez que franc, transparent, honnête, délicatesse un peu moins. Mais au moins, tu n'as pas de bullshit quand tu te parles. Fait que, effectivement, c'est un bel honneur pour moi. Ça vient toucher à des cordes sensibles. Tout ce qui est en lien avec la dépendance, qui est en lien avec le milieu des affaires. Moi, je ne suis pas un gars qui a grandi avec des parents qui étaient en business. Mon parcours, c'est beaucoup du essai-erreur. Ça a été le cas pour le foot, ça a été le cas pour la substance. Ça a été le cas, évidemment, encore aujourd'hui en affaires. Puis, le lien, il est réel entre la dépendance et le milieu des affaires. Aujourd'hui, on va parler de toutes sortes de substances. Vous pouvez remplacer ces mots-là avec téléphone cellulaire, avec workaholic, des mots qu'on valorise même aujourd'hui. Mais peu importe ce qui vous parle, vous pouvez le piger puis l'adapter à votre réalité. Fait que ce qui m'excite beaucoup, c'est de partager la scène avec 3 gars que je connais, que j'admire énormément. Vous allez comprendre que ces gars-là, au même titre que Big Seb, c'est pas de bullshit. OK? Puis ce que j'aime de cette discussion-là qu'on va avoir après-midi, puis il y aura évidemment une séance de questions à la fin pour ceux et celles qui en ont, c'est qu'on ne se comptera pas de menterie. Il va y avoir des tabous, il va y avoir des discussions raides, il va y avoir des sujets des fois un petit peu plus raw, intenses, honnêtes, mais pas de bullshit, puis on va aller fouiller ce qu'il y a à fouiller, puis ressortir de là motivé, crinqué, outillé. Qui sait, ça vous appartient aussi. Fait que la première personne que je présente, en fait, voici comment ça va fonctionner. Je vais en présenter une, puis après ça, on va s'auto-présenter à la gang. Mais c'est quelqu'un qui fait encore partie de mon parcours. Quand j'ai eu des enjeux avec l'alcool et la cocaïne, j'ai eu bien des difficultés, grande détresse psychologique. Puis un de mes bons chums s'appelle Alex Doré. Peut-être qu'il y en a ici qui le connaissent. Alex, il n'a aucun problème de dépendance, mais il s'inquiète pour son chum. Quand je partais dans la brousse pendant 3-4 jours, off the grid, pas rejoignable, j'enlevais ma carte SIM de mon téléphone cellulaire de peur d'eux parce que j'étais rendu dans la folie. Bien, Colin ne savait pas comment s'y prendre. Puis, c'est organisé pour me mettre en contact avec Jean-Marie. Et Jean-Marie, qui est la personne la plus gentille au monde, qui, écoute, ça n'a pas de bon sens, a essayé de m'aider dans un moment où j'étais peu réceptif. Puis, Jean-Marie n'a pas perdu une seconde d'énergie puis de temps à essayer de me convaincre que j'avais besoin d'aide, mais il s'est rendu disponible. Il m'a donné son numéro de téléphone en me disant « Le jour où tu en as besoin, le jour où tu es prêt, tant mieux si je me trompe présentement, mais le jour où tu es prêt, appelle-moi, je te jure, je vais répondre. » Bien, le 6 janvier 2017, tu as répondu, mon chum, je suis rentré à la maison Jean Lapointe, grâce à Jean-Marie. Il m'a accueilli, évidemment, pendant mon 28 jours là-bas, en sortant, rencontrer Jocelyn, rencontrer toute la belle gang, mais je dois beaucoup à Jean-Marie. C'est un mentor aujourd'hui, c'est un grand frère, un sponsor. Et c'est mon honneur de t'inviter sur scène avec moi, mon ami. Merci. C'est bien fin. Bien, merci. Merci beaucoup, Étienne. Puis c'est vrai que c'est un honneur d'être ici avec nos chums Jasmin puis Jocelyn. Alors, Sébastien, la gang du Wolfpack, Elke, merci. Je pense que vous avez fait un travail extraordinaire de réunir autant de gens qui sont intéressés aussi à connaître c'est quoi ça, cette bébite-là de la dépendance, l'addiction. Appelez-le comme vous voulez parce que on en a tous... j'ai-tu manqué un party, moi, là? C'était le Wolfpack, c'est l'autre partie. C'est Wolfpack qui est en arrière, là. C'est ça. Non, bien, c'est ça. Puis effectivement, tu as fait un clin d'œil sur le défi 28 jours sans alcool. Cette année, on est à notre 13e édition. On a le mois de janvier, on a le mois de février, on est dans les derniers 1000. Mais ça a allumé aussi Sébastien puis Wolfpack en disant que bien, je vais lui laisser annoncer le but puis aussi les montants qu'on veut donner à la fondation de mon père. Puis ça, mais mon père, ce que j'ai fait pour Étienne, bien, mon père l'a fait pour beaucoup de gens. Et je vais le dire ouvertement, son grand mentor dans la vie, dans son rétablissement, c'était Pierre Pellado. Et M. P avait toujours son téléphone disponible pour quelqu'un qui souffrait. La dépendance, ça ne prend pas de vacances, mais lui non plus quand il s'agissait d'aider quelqu'un. Alors, j'ai fait ça pour Étienne, mais je le fais pour d'autres, comme il y a d'autres qui me l'ont fait. Et ça fait un petit peu, comment je pourrais dire, j'ai envie de faire une passe sur la palette du prochain gars qui va venir me rejoindre sur la scène. Parce que Jocelyn, c'est comme un grand frère pour moi. Je suis peut-être un grand frère pour Étienne, mais on est tous le petit frère de quelqu'un ou le grand frère de quelqu'un.
Puis pour moi, Jocelyn, c'est un maître dans le milieu des affaires. Il accompagne des entrepreneurs et des top entrepreneurs, des grosses entreprises. Lui-même, c'est un homme d'affaires, mais c'est quelqu'un qui connaît aussi la souffrance derrière l'homme ou la femme d'affaires, parce qu'il apporte cette souffrance-là. Et quand j'ai su qu'Étienne était prêt pour entrer à la maison de thérapie de la maison Jean Lapointe, je me suis dit, il faut qu'on soit une crise de gang à l'accompagner parce que c'est un petit vite. Il court vite sur le terrain, mais il peut se faufiler vite en dehors d'une maison de thérapie. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé mon chum Jocelyn pour m'aider à l'aider. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore des grands chums. Alors, le but dans un rétablissement, c'est de trouver quelqu'un qui a fait encore pire folie que toi. Alors, voici Jocelyn Rioux. Ah là là. Belle introduction. sans détail. Yeah. Salut mon frère. Sans détail. Ben, bonjour tout le monde, Jocelyn Rioux. Écoute, c'est une belle introduction. Merci d'avoir organisé ça aujourd'hui. Ça m'a touché lorsque Sébastien m'a appelé pour ce sujet-là. C'est un sujet qui est tabou dans le monde des affaires, malheureusement. T'sais, moi, ça fait 37 ans que je me promène d'une compagnie à l'autre, là. Et j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais c'est comme c'est nouveau, là. C'est comme il y a une approche qui commence. L'année dernière, BDC, la Banque de développement du Canada, a sorti une étude sur cette souffrance-là. J'ai trouvé ça bien. Il y a eu un livre aussi, L'entrepreneuriat rend-il fou, qui a été publié il y a 2 ans. Et nous, cette année, on va sortir un livre au mois de septembre sur l'intensité des entrepreneurs. Les entrepreneurs, virgule, consommateurs d'intensité, point d'interrogation, moteur ou frein. Et cette intensité-là, si elle est mal canalisée ou si elle n'est pas canalisée du tout, bien, c'est comme le feu, ça peut t'éclairer comme ça peut te brûler. Et ça va être un sujet un peu de notre conversation d'aujourd'hui en ce qui me concerne. Maintenant, j'ai l'honneur de présenter, on est tous des chums évidemment, mon ami Jasmin. Jasmin, ma rencontre, ça a été un choc. J'étais à la maison de thérapie que je n'aimerais pas, mais pour son anonymat. Mais j'ai vu un gars rentrer, un garçon, un bel homme, avec une patère, comment on appelle ça, une pôle pour avec les médicaments. Sérum. Il était en jaquette. Il m'a fait dos. Ça, j'ai moins aimé ça, tu comprends? Parce que j'ai vu le reste. Mais j'aurais pas parié 5 cents sur le gars. Pourtant, ça fait 38 ans que j'ai un mouvement anonyme. Il était magané, notre chum. Puis, toutes sortes d'affaires qui étaient arrivées là-bas, incroyables. Même un de nos amis communs, il a sauvé la vie. Parce qu'il était 8 minutes sans respirer. Hein? On ne va jamais oublier ça, d'où qu'on vient. Je t'aime, mon ami. Puis Jasmin, évidemment, je l'appelle docteur parce qu'il a un PhD, professeur à l'Université du Québec à Montréal, conférencier mérite plus que 2000 conférences un peu partout sur la planète. Moi, il m'impressionne, Jasmin. Il y a toujours quelque chose. Il m'appelle, il y a tout le temps quelque chose. C'est un homme d'exception. Tiens. Je t'aime, mon ami. Fait que bienvenue. Yeah. Pas trop magané. Non, c'est ça. Je m'attendais à pire. Fait que, wow. Merci pour l'introduction. Je pensais que tu me maganerais plus que ça. Non, je suis tranquille. Et encore une fois, c'est bravo à Wolfpack. Seb, Alki, je ne sais pas, vous êtes où? Juste en arrière, là-bas. Tu sais, quand ils nous ont appelés pour l'événement d'aujourd'hui, puis ils ont dit le prix des tables, j'ai dit, oublie ça, on va être 5. Que vous soyez tous là, c'est juste exceptionnel. Puis, tu sais, Jean-Marie, Jocelyn, moi, Étienne, on est des amis dans la vraie vie. On est là pour vous autres. Fait qu'il va y avoir des questions. Si vous avez n'importe quelle interrogation, puis si tu as peur parce que c'est toi, dis « j'ai un ami qui a un problème de », puis ça va bien passer. Là. On l'entend tout le temps. Employés, c'est ça, un de tes employés, là, ça va bien passer. Puis à la fin, on va rester, guys. On fait tout ça bénévole, on fait ça pour la Fondation de la Maison Jean Lapointe, mais on est là pour vous autres. Fait que, bon dîner, enjoy. Et on va être hyper... vulnérable et... Je pensais que tu allais dire discipliné, je dis ça part avec un mensonge. Impossible. Quand t'es intense. Merci tout le monde. All right. Fait qu'on part ça tout de suite. Tu sais, peut-être qu'on peut prendre, pour commencer, quelques instants chacun pour se présenter et expliquer pourquoi Seb nous a choisis pour être sur ce panel-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est crédible dans le monde de la dépendance et dans le monde des affaires? Tu sais, Jasmin, je te regarde toi. Veux-tu commencer? Oui, excellent. Jean-Marie? Oui, vraiment ça que tu commences. C'est parfait. Vas-y. Non, mais écoute, je te fais une passe à palette. Vas-y, mon homme, parce qu'en même temps, moi, je t'ai connu
pas sur le party, et je t'ai vu sur le party aussi, Ouais. et je t'ai vu à 2 doigts de la mort, puis c'est vraiment pas une blague. Tu sais, on va raconter que c'est le fun consommer. On a eu du fun à consommer, on a eu du plaisir, on a fait le party, mais le party, à un moment donné, il peut se finir de façon abrupte, et ça peut même se ramasser à la mort, et c'est ce que tu as connu. Oui, c'est sûr. Ben, en fait, le côté pourquoi Seb nous a contactés, dans mon cas, un peu comme beaucoup de monde ici, entrepreneur, j'ai des compagnies, ça va super bien. Comme Jocelyn a mentionné, 2000 conférences dans 12 pays. Mais alcool, beaucoup dans mon cas, même énormément. Puis ça a fait que je viens de passer l'anniversaire. Il y a 8 ans, je suis rentré, j'ai fait un arrêt respiratoire. Je n'ai pas respiré pendant 8 minutes. Je ne savais même pas que c'était possible de ne pas respirer pendant 8 minutes. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai un trou dans le cou. J'ai une trachéotomie. Puis, j'ai 2 filles que j'adore. Puis quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Je leur ai dit que le rêve de papa, c'était de jouer de la flûte puis chanter en même temps. Non, l'image est drôle. Hein? Non, elle est bonne. J'aime le Arrêt respiratoire causé un arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque a causé l'effondrement de mes reins, mon foie, mon estomac. J'étais déclaré mort. 1 mois et demi dans le coma, 3 mois et demi hospitalisé. Réappris à marcher, réappris à manger, puis j'ai rechuté après ça. Ça peut vous donner une idée. Ramassé en psychiatrie, c'est complètement débile, tu sais. Fait que vous avez ici 4 gars qui ont frôlé la mort, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec ta volonté, ça n'a rien à voir avec ta bienveillance. C'est quelque chose de complètement capoté. Puis là, je viens de prendre 7 ans de sobriété. Fait que, Bravo. dans mon cas, j'aurais dû finir avec ça. Fait que Jean-Marie. Ça commence bien le party, je veux dire, honnêtement, parce que Jocelyn a récemment, pour ne pas dire dimanche dernier, pris son gâteau de 32 ans de sobriété et d'abstinence. Je vais parler au nom du docteur Chiasson qu'on connaît très, très, très intimement, Jocelyn, Jasmin et moi, parce que probablement s'il ne nous a pas sauvé la vie, il nous a empêchés de mourir. OK? Puis, docteur Chiasson m'avait dit, l'addiction, la maladie de la dépendance, c'est la plus belle maladie au monde. Quand tu te fais dire ça, je dis, j'en aurais choisi une autre. J'aurais pas choisi celle-là. Mais Chiasson, il me dit non, c'est la plus belle maladie parce que tu es condamné au bonheur. Tu n'as pas le choix de bien aller, tu n'as pas le choix de prendre soin de toi, tu n'as pas le choix d'avoir un beau mode de vie, de te lever le matin de bonne heure, méditer, faire de l'entraînement, bien manger, d'avoir une hygiène de vie aussi dans la totale transparence et honnêteté. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te scraper. Et ce scraper, ça peut être la mort subite ou ça peut être toi-même qui t'inflige la mort parce que tu viens à te détester. Alors, ça, c'est le portrait le plus désastreux, mais si on le revire du bon bord, bien, ça peut faire une Moses de belle vie. Puis quand je regarde mon chum Jocelyn, puis je n'ai pas fait des blagues tantôt quand je vous disais la chance d'avoir un gars comme Jocelyn dans ma vie, et c'est ce que je nous souhaite, d'avoir des mentors, des personnes qui nous accompagnent et qui ne nous jugent pas. Quand tu peux te mettre à nu, tu peux dire les pires niaiseries que tu as faites, puis que ton chum à côté de toi dit « Bien, c'est correct. » Bien, sais-tu quoi? C'est la maladie, ça. C'est la maladie. Donc, il y a une différence entre quand Jean-Marie a un verre d'alcool devant lui, ça devient un autre gars. Ça devient une autre personne. Et ça, c'est mon père qui me l'a appris ça. Jean Lapointe, qui a fondé la maison Jean Lapointe il y a 44 ans, il m'avait dit, tu vas voir que quand moi je bois, je deviens un autre bonhomme. Quand je bois pas, je suis quelqu'un de drôle, de sympathique, de généreux. Alors, tu sais, tantôt, Étienne, tu l'as dit, la dépendance, que ce soit un téléphone, le travail, le magasinage, le sexe, des substances, ça fait qu'on est transformé dans une autre personne. Et cette autre personne-là, je ne veux pas le devenir. Je ne veux plus reconnaître ça. Mais pour ça, parce que la maladie est forte, j'avais déjà entendu dans une salle de meeting, parce que quand tu es dans une salle de meeting, tu ne consommes pas. Peu importe la fraternité, tu ne consommes pas. C'est la seule condition. Tu rentres dans une salle de meeting, tu as beau être le pire des bandits, mais il y a des gens qui t'aiment déjà dans la salle de meeting parce qu'ils ne te jugent pas, on t'accueille. Mais la maladie, elle, est dans le parking, tu as fait des push-ups. Elle attend juste que tu aies un moment de fragilité. Alors, pour pas que j'aille dans ces fragilités-là, je suis obligé de faire des amendes honorables ou de parler ouvertement. C'est là que j'appelle mon Jocelyn, parce que j'ai besoin de son aide. Donc, la maladie est forte, c'est vrai, mais à la gang, je pense qu'on est encore plus fort qu'elle. Tu sais. C'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui d'emblée en vous disant, tu
sais, comme il disait, les Africains, tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Puis, question d'aller vite, est-ce qu'on est bon là-dedans, nous autres? Ça va jamais assez vite. Jocelyn, avant que tu embarques sur ton histoire et ta feuille de route, je veux juste tout de suite situer, là, on est allé vraiment loin dans la consommation, on est allé vraiment loin dans la détresse. Ça se peut que ça ne vous parle pas, puis vous dites, regarde, je ne me rendrai jamais là. Tant mieux si c'est le cas. Sachez que c'est un terrain glissant. Fait que c'est quand même ce qu'on va raconter là, puis ce qu'on vous raconte présentement, c'est des mises en garde. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre aussi loin. Vous êtes capable de voir des signes précurseurs que nous, on a peut-être manqué en cours de route. Fait que je veux juste m'assurer que vous compreniez que ça se peut qu'on soit un petit peu too much dans ce qu'on raconte. Puis en même temps, ce volet too much-là nous a amené à des endroits extraordinaires aussi en même temps. Mais Jocelyn, tu es comme un des dénominateurs communs de tout le monde qu'il y a ici autour de la table. Je serais curieux que tu expliques aux gens ton background un petit peu, puis possiblement, même si tu veux aller là, les substances, c'était quoi tes démons à toi à travers ça? Ben, moi, c'était l'alcool et les drogues. Là. Moi, je viens du bas du fleuve. Tu sais. Fait que 3 pistoles, en fait. Puis quand je suis arrivé ici à Montréal, moi, j'ai une hyperactivité mentale que j'ai comblée par les études. Un peu comme toi, tu as fait ton doctorat en quoi? 3 ans, c'est ça? Quelque chose qui prend 7 ans. Ouais, c'est comme... Moi, j'allais plus vite que les autres à l'école. C'était comme, c'était la seule affaire que j'avais, là, honnêtement, parce que le reste, je ne suis pas un manuel. J'aurais aimé ça être un gars de construction. C'est un beau gars. Ben, merci. Il est propre de sa personne aussi. Mais j'aurais aimé ça être, moi, de faire de la construction. Tous mes cousins, là, c'était des mécaniciens, des gars qui bâtissaient. Puis moi, j'étais un gars de finance, tu sais. Puis je fais ça rapidement. Puis, jusqu'à l'âge de 16 ans, je n'ai pas consommé. J'avais réellement horreur de ça. Nous autres, tout le monde était alcoolique chez nous, à 3 pistoles. Là. Même le chien, on pactait le chien tombait à terre. Tu sais. Ça, c'est vrai, d'où l'expression « chien chaud ». Mais, ceci étant dit, tu sais, c'est comme j'ai jamais su que c'était un problème, mais ma mère, qui est bien catholique et tout ça, tu sais, puis acadienne surtout, elle m'avait dit « prends jamais d'alcool », puis je m'étais promis ça. Mais à 16 ans, je suis arrivé trop jeune au cégep. J'avais devancé un peu tout le monde. Là. Puis, j'avais jamais été à l'école avec des femmes. Fait que je suis arrivé là-bas. J'étais très inconfortable. J'ai pris 1 bière, 2 bières, 3 bières. Je savais pas danser. Je dansais contre John Travolta. Je savais pas parler l'anglais. J'étais parfait bilingue. Puis ce soir-là, j'avais jamais fait l'amour avec une femme. Je suis parti avec 2 femmes. Fait que tu comprendras que l'alcool, pour moi, c'était extraordinaire. J'ai trouvé ça. Et voici Et ça a été rapide dans mon cas. Mon intensité, après ça s'est transformé comme entrepreneur. J'ai acheté le groupe Lauson, pour ceux qui s'en souviennent, l'école de conduite Lauson. J'étais le plus gros franchiseur au Québec. J'avais 23 ans. J'avais de l'immobilier. C'était fou. Là. C'était réellement... Là, ça, puis le loup de Wall Street. Évidemment, je n'étais pas un fraudeur, là, mais la vie, c'était à peu près ça. Là. C'était comme... Je travaillais, j'étais comme intense. Il n'y a rien qui m'arrêtait. J'étais comme dans une intensité que je ne savais pas la contrôler autrement que par l'alcool. Puis évidemment, j'ai découvert les drogues. C'est à ce moment-là que ça me calmait. Ça m'emmenait à un état de bien-être, entre guillemets, mais dans un état de conscience altéré. C'est ça qui est le problème de tout ça, les addictions. Parce que, puis je vais continuer rapidement sur ça. Pour moi, c'était quelque chose qui me calmait. C'était là que je pouvais me déposer quand j'étais... Puis un verre, c'était pas assez. Évidemment, je ne compterai pas toutes les histoires. Mais c'était le party total. Jusqu'à 28 ans. Moi, ça fait 38 ans que j'ai eu une rechute après 4 ans, malheureusement. Mais ça fait 38 ans qu'un de mes amis m'a emmené dans le Alcooliques Anonymes. Puis c'est là que j'ai connu les mouvements de fraternité. Mais tout ça pour vous dire que lorsque le miracle s'est produit puis consommé, je pensais que j'étais guéri. Parce que je pensais que c'était juste ça, mon problème. Je n'avais pas encore identifié l'intensité qui m'habitait. J'étais jeune, moi, j'étais déjà intense. Comme je te dis, je vendais... Ma mère a écrit un livre chez nous, par chez nous. C'est 300 recettes différentes avec le même chevreuil. T'sais. On n'était pauvres chez nous. Tu comprends? Fait que non, je le mentionne souvent. Ma mère ne veut pas que j'en parle, mais c'est une blague. Là. Mais fait que je suis obligé de me débrouiller. Je n'avais pas de backup, puis encore moins d'hommes d'affaires. Là. Et tout ça pour vous dire que lorsque j'ai arrêté de consommer, je pensais que j'étais guéri, sincèrement. Mais c'est là que j'ai vu les addictions comportementales. Puis on en parle dans le livre avec le docteur Patrick Bordeaux, que tu connais, qui est un psychiatre, un éminent psychiatre, qui a écrit un livre, « Se libérer des addictions par la reprogrammation du cerveau ». Moi, ça fait 8 mois que je chemine avec ce monde-là sur ce livre-là. Et là, je me suis aperçu qu'est-ce que ça faisait dans le cerveau, cette intensité-là, mon besoin.
Un entrepreneur, généralement ceux que j'ai côtoyés, là, peu importe, là, c'est sûr que quand j'ai commencé ma pratique en réorganisation d'entreprise, je faisais des petites compagnies. Aujourd'hui, c'est des compagnies qui ont 600, 700, 1200, 2000 employés. Mais j'ai jamais vu un entrepreneur avoir juste une vitesse. Non. Ils en ont deux. Overdrive ou reculons. C'est pas la vitesse qui tue, mes amis, c'est les arrêts brusques. Mais ça, j'en ai vu plusieurs qui ont eu des arrêts brusques. Et moi-même, ça m'a emmené dans un cheminement où je me suis aperçu, mes autres, parce qu'un alcoolique ou un toxicomane a des problèmes de comorbidité. Ça veut dire que tu as d'autres problèmes. Et c'est là que, étant donné que j'avais réglé tous mes problèmes, je pensais que j'en avais plus, c'est là que j'ai vu que ça a bifurqué dans le jeu, dans les achats compulsifs, workaholic, tu en as parlé tantôt, le sexe, nomme-les toutes, moi, je les ai toutes pris les chemins. C'est tout pris jusqu'à temps que j'ai un autre bas fond. Tu sais, que je sois au carré, je me souviens, j'étais au casino, puis j'avais joué pas mal, là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis j'ai fait un pacte avec, je crois à ça, moi, aujourd'hui, avec le grand architecte de la vie, puis avec mon père qui est mort, j'ai dit, tu me sors d'ici à soir, je n'ai pas perdu une scène, là, je ne rejouerai jamais. Tu sais. Puis le miracle s'est fait là, parce qu'effectivement, j'ai tout récupéré. Puis aujourd'hui, j'ai plus ça. C'est parti, c'est comme l'alcool, c'est plus là. Tu sais, ça prend une puissance supérieure à nous-mêmes, selon le concept d'une spiritualité que tu définis par toi-même. C'est ça que j'aime de tous ces mouvements-là, puis de la vie aussi. C'est ce que j'ai appris. Mais tout ça, ça m'a amené à un cheminement dans mes addictions comportementales. Mon besoin d'avoir raison. J'étais un intellectuel, fait que je voulais avoir raison. Je perdais la raison pour avoir raison. Et tout ça m'emmenait aussi dans une conscience altérée. Et ça, c'est important pour moi. Mes addictions m'emmenaient dans une conscience altérée. Je pensais que je l'avais l'affaire. Puis quand mes associés ou les personnes qui me côtoyaient disaient « Jocelyn, je pense que c'est un problème de jeu », puis je disais « Chris, moi, c'est pas pareil. » Parce que moi, j'ai le pas pareil. C'est pas pareil, moi. L'ego, c'est ça, manifestation de l'ego, qui vient justifier et rationaliser ma souffrance intérieure. Ah ben non, moi, c'est pas pareil. Moi, ma consommation n'est pas pareille. Moi, c'est pas... Moi, j'ai le corps. Je peux arrêter quand je veux. Ouais, je peux arrêter quand je veux. Ça me tente pas. C'est ça. Comme mes clients l'autre jour qui s'étaient ça avec moi, ils disent « Quand est-ce que tu penses, Jocelyn, qu'on a un problème avec l'alcool? » Je dis « D'après moi, quand tu commences à y penser, il doit être pas pire avancé. C'est rare qu'un gars pense qu'il est allergique aux fraises quand il n'y a pas de... en tout cas, j'ai trouvé ça sympathique. Je l'aime encore. Mais c'est de voir que même si la personne se pose des questions face à une addiction, que ce soit de substance ou comportementale, encore là, l'intellect, la rationaliser. Plus que tu es intelligent en passant, plus c'est long, le cheminement. Heureux les simples d'esprit. Le royaume de Dieu est à eux. Pourquoi tu me regardes? Toi, tu n'es pas un simple d'esprit, tu es un miracle. Tu sais, ce que j'entends là-dedans, c'est que quand même, pendant un bout de temps, ça t'a servi, cette substance-là. Oui, ça m'a servi pour atténuer cette intensité-là, pensant que ça allait être le remède. Toutes ces addictions-là, moi, ça m'a permis de m'évader, de ne pas vivre ma réalité parce que je suis un être excessivement sensible. La plupart des entrepreneurs que je côtoie, hommes ou femmes, le sont en passant parce que ça demande... C'est des bébites à part, être entrepreneur. Là. C'est quelque chose, être entrepreneur. Je sais qu'il y en a qui ne se reconnaissent pas là-dedans, ici, dans la salle. Là. C'est quelque chose. Wow. Les employés, le financement. La pression, la performance. Performance, le besoin d'avoir de l'EBITDA, gna. Paraître aussi, par moment. Le paraître, etc. Oui, l'alcool m'a servi comme tranquillisant, mais comme toute autre substance, que ce soit comportementale ou substance de consommation, ça fait juste un temps. À un moment donné, le temps te récupère, puis l'effet n'est plus là non plus. Ça prend des plus grandes quantités. Tu les as vécues, je les ai vécues, on les a toutes vécues. Ça prend encore plus de relations. Moi, je suis un dépendant affectif. J'avais été d'un meeting, il y avait un gars qui avait dit ça, puis j'étais avec un artiste bien connu du Québec qui a décédé aujourd'hui, puis j'avais dit à mon chum, j'ai dit, non, il est malade, ce gars-là, il est dépendant affectif. Moi, je tombais d'une relation à l'autre, tu sais. Puis quand ça allait mal d'une relation, au lieu de régler la problématique, quand j'avais trouvé l'autre relation, je réglais la problématique. Plus facile, tu sais. Il y avait quelqu'un qui m'a dit ça. Il dit, probablement que tu es un dépendant affectif. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas pareil. Puis après ça, le fait que j'ai été célibataire longtemps aussi pour consommer des êtres humains. Moi, j'ai resté célibataire. J'étais honnête avec les personnes. Je disais, regarde, moi, là, on peut aller à New York, n'importe où sur la planète, on se fait du fun, mais moi, on va pas plus loin. Je mettais ça clair. J'étais célibataire, fait que je ne lésais pas personne dans mon honnêteté, mais c'était un autre moment qu'aujourd'hui, je vis une relation qui est saine, je vis une relation qui est humaine, je vis une relation que je suis capable de me déposer avec mes défauts, puis elle aussi, puis c'est nourrissant. Mais je ne me nourrissais pas, je consommais. Je consommais n'importe quoi. C'était ma réalité. Une des choses que je trouve particulière, c'est que, tu sais, si je pense à mon histoire, moi, il y a plein de trucs d'excès et de passion qui m'ont servi.
et que je me dois de respecter. C'est-à-dire que petit blanc de Montréal-Nord qui veut jouer au foot aux États-Unis avec les pros, j'ai pas le profil de l'emploi, j'ai pas le choix d'avoir ça puis ça, le cœur puis la tête, puis d'être 100% committed à mon objectif, d'y penser continuellement, aucune marge de manœuvre. C'est la pression que je me mets pour performer. Et donc, tu deviens excessif, comme le sont probablement la plupart des personnes qui sont ici aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose, il y a une folie de se partir en affaires. Il y a quelque chose de complètement magique et de cinglé d'avoir une idée, un concept, puis de trouver le moyen de l'exécuter, d'assembler une équipe, puis d'y arriver, de se crisser dans le monde de l'entrepreneuriat avec tout ce qu'on y connaît maintenant. Peut-être qu'en le sachant il y a quelques années, on l'aurait fait autrement. Mais ceci dit, moi, ce que je trouve tough, c'est que cet excès-là, ce feu sacré-là, m'a tellement été utile que quand j'ai réalisé que, oh shit, il y a un envers à cette médaille-là, parce que moi, ça me parle ton histoire, Jocelyn, parce que jusqu'à 25-30 ans, c'est rare que je buvais de l'alcool. Je ne pouvais pas me permettre de l'échapper une fin de semaine, parce que moi, je m'entraîne le lendemain matin, je pars avec une longueur de retard sur tout le monde, c'est la mentalité que j'ai. Mais quand j'ai réalisé que, attends une minute, là, je suis capable de faire le party, ça met mon cerveau à off. Moi, c'était l'alcool, puis c'était la cocaïne. J'ai jamais été un gars de potes ou de trucs comme ça, parce que moi, je veux pas être au ralenti. J'ai besoin que ça aille vite. J'ai besoin de réfléchir. C'était pas pour la performance, j'étais pas dans les drogues de performance, mais c'était dans les drogues pour... Ça me mettait mon cerveau à off. Pendant une couple de temps, ça arrête de spinner, j'ai de l'énergie, puis j'ai envie de faire d'autres choses, puis tout ce qui vient avec. Mais mon point, c'est que cette espèce de bête-là qui m'habitait, je l'aime parce qu'elle m'a aidé. Puis là, quand elle se met à tourner le dos, c'est dur de la renier, c'est dur de l'adresser. Puis, encore une fois, il y a de l'ego là-dedans, tu atteins certains succès, tu réussis, tu te fixes des objectifs que tu atteins, il y a une grande fierté qui vient avec ça, une confiance en soi qui peut frôler l'arrogance. Et là, après ça, d'être capable de dire « Est-ce que je ne l'ai plus? » Moi, j'ai trouvé ça difficile. Tu sais, toi, de ton côté, Jean-Marie, qu'est-ce que ça t'a amené, la substance de positif, avant que ça devienne problématique? Probablement comme un peu Jocelyn l'a nommé, puis Jasmin pourrait faire du pouce là-dessus, mais moi, je suis un anxieux depuis ma tendre enfance. J'ai eu des parents anxieux, ils ont fait des crises d'anxiété, ils ont fait des crises de panique, puis évidemment, quand toi, tu as tes propres parents qui ne sont pas des modèles de sécurité, qui ne sont pas capables de te sécuriser, toi, bien, tu te sens de trop, tu ne te sens pas aimé, tu ne te sens jamais à la hauteur. Donc, cette dépendance affective-là qui a été vraiment mal nourrie dès le départ, a fait en sorte qu'un peu comme toi, puis probablement vous autres aussi, les boys, c'est que j'ai réalisé que, OK, je ne suis peut-être pas aimable, je ne suis peut-être pas le plus beau, je ne suis peut-être pas le plus fin, mais je vais m'arranger pour être indispensable. Et là, ça, j'ai travaillé fort en maudit. Je voulais être le meilleur dans tout ce que je voulais faire. Je voulais être le meilleur amoureux, le meilleur musicien, le meilleur pas pour que je sois fier de moi, mais pour que les gens puissent m'apprécier. Accepter. Mes parents soient fiers de moi. Puis surtout, ce qui était spécial dans cette insécurité-là, cette anxiété-là, c'est que moi, probablement, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « touche pas à ça ». Moi, ma mère est morte d'alcoolisme. Donc, j'ai eu un enseignement extraordinaire que l'alcoolisme pouvait te tuer. Mon père a failli mourir je ne sais pas combien de fois, mais lui, comme un chat, tu garoches, il retombe sur ses pattes. Mon père a plusieurs vies. Il est vraiment extraordinaire là-dedans. Alors, ma mère, non, à 49 ans, elle est décédée, puis mon père, ben, il continue de vivre, mais il m'a montré à « touche pas à ça ». Probablement qu'il m'avait dit « Toi, tu me ressembles trop, touche pas à ça », puis j'ai été programmé là-dedans. Donc, à 26 ans, moi, ma mère est décédée, elle en avait 49, et c'était épouvantable, mais je n'ai pas consommé. Il a fallu que j'aie plus peur. La journée que j'ai pas eu peur des substances, c'est là que j'ai allumé. C'est là que j'ai allumé un joint, c'est là que j'ai goûté à l'alcool, c'est là que j'ai essayé d'autres substances. Et là, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Tu disais tantôt que tu étais John Travolta. Ça me transformait en une personne qui avait plus peur, qui avait plus de panique, plus d'anxiété. Donc, c'était une façon de m'auto-médicamenter. J'ai été souvent en situation d'échec, mais en même temps, ça m'a aidé quelque part à me calmer, à me ramener, à m'apaiser. Et toute substance va avoir un effet apaisant.
un effet calmant au départ. Parce que c'est quasiment une lune de miel. Ah oui. On est bien avec ce Il y a des cette substance-là. bénéfices avant que ça devienne de la destruction. Là. Ça, c'est évident. Qui dans la salle n'a pas pris un verre de vin après une semaine de marde le jeudi ou le vendredi soir, et là, on se dit oh, qui ne fait pas ça? Je veux dire, peut-être pas ce mois-ci, je ne vous encourage pas, attendez le 29 février. Il y en aura c'est pas. ça. Attends le 1er mai. Premier Ça mars. attend dimanche. Non, mais tu sais, c'est sûr, la société a légalisé des substances dont l'alcool et le cannabis, et ça sert à justement apaiser. C'est un lien social, c'est un liant social aussi. Donc, il y a des bénéfices, il y a des bienfaits, mais c'est parce que c'est de jouer à la roulette russe. Tu ne sais pas si ça va se retourner contre toi, cette substance-là. Puis comme tu disais tantôt, Jocelyn, bien c'est ça. J'ai 2 vitesses. J'ai le turbo puis j'ai le reculon. Je n'ai pas trouvé la guerre entre les deux. Ça, c'est dangereux pour quelqu'un qui commence à consommer. Et surtout, je n'avais pas appris à mettre des mots sur mes mots. Bon, Gilles, notre thérapeute, m'avait déjà dit ça. Puis finalement, j'ai fait une recherche. Ça vient de plus loin que ça. C'est Guy Corneau. Et ça, tu apprends ça en thérapie, à exprimer tes émotions. Je viendrai peut-être plus tard pour exprimer pourquoi j'ai eu de la misère à exprimer, mais moi, ça a été très, très long. Mais en thérapie, on apprend ça. Guy Corneau a dit, lorsque nous mettons des mots sur nos mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Donc, on apprend à exprimer nos émotions en thérapie parce que moi, j'avais appris à les réprimer. Alors, l'alcool, les substances, my God, que ça fait du bien pour des émotions qui sont pognées. Ça, c'est l'élément positif. Sauf que moi, je voyais plus de fin. Mais tu sais, ça commence positif, évidemment. C'est pour ça qu'on devient accro, parce qu'on en veut encore. Puis comme tu le disais, Jocelyn, à un moment donné, ce que tu prends ne fait plus effet, il faut que tu en reprennes plus souvent. Il y a une chute. Certains ont une chute extrêmement rapide. Pour d'autres, c'est plus sournois, insidieux, puis ça prend plus de temps. Quels signaux, Jasmin, t'as manqué en cours de route? On a jusqu'à quelle heure? Non, mais tu comprends, c'est-à-dire que c'est pas vrai que tu te réveilles un matin, puis c'était le fun hier, puis c'était problématique un matin. Il y a eu des red flags en cours de route qu'on a manqué. À quelque part, il y a peut-être même des gens dans ton entourage qui t'ont levé le flag pour te dire « Hey, buddy, il me semble que tu es intense un peu. » Ça a été quoi les signaux, les indicateurs que tu as ratés? En fait, la plus belle définition de la dépendance, si vous vous posez des questions sur vous-même ou quelqu'un que vous connaissez, c'est quand tu consommes, ça t'occasionne des problèmes, puis tu recommences. Si tu fais ça 3 à 5 fois, puis tu es incapable d'arrêter, là, on va parler d'un sérieux problème de dépendance. Puis moi, ça a été ça, c'est que ça m'occasionnait des problèmes et j'étais incapable d'arrêter. Tout le temps me convainquant, cet été, ce moment-là, c'est pas si grave que ça, mais c'est ça la dépendance. Je vais prendre le grand-père de mes filles, il prend 2 bières par jour depuis 40 ans, mais ça n'occasionne aucun problème. Si ton problème n'occasionne pas de problème, ça n'est pas un problème. Ah non. Mais, fait que la dépendance, pour moi, les signaux, c'était... Je savais que ça me causerait des problèmes, puis j'étais incapable de m'arrêter. Puis je continuais. Là, ça s'en vient problématique. Ben oui. Ouais. Il y a des gens qui sont inquiets aussi. Pardon? Ben oui, c'est ça. Mais non, Il y a mais des gens qui étaient inquiets autour de oui, toi. là. Il y a des gens, il y a des proches qui disent « Hey, mon fils, je suis un peu inquiet, là. » Puis t'allumes pas plus, là. L'année dernière, j'ai une maison à Rivière-du-Loup, puis j'ai un client qui est descendu avec son jet privé. D'ailleurs, à Rivière-du-Loup, ils pensent tous que je suis dans la mafia, mes voisins, là, parce que les gars arrivent avec ça. C'est juste un running gag, en tout cas. Puis, évidemment, le gars, il a moyen de ses ambitions. Puis, on était avec le docteur Chiasson. Il y avait Robert Piché, notre chum Robert, qui était là. Puis, à un moment donné, il dit, moi, mes enfants n'ont jamais rien manqué. Puis, c'est sûr que c'est le gars multimillionnaire. Fait qu'il achète des chars, il achète des maisons. Puis, il y en a une de la gang qui a dit au gars, il dit, as-tu déjà demandé à tes enfants s'ils n'ont jamais rien manqué? Et il y a eu un long silence dans la maison. Ouais, parce que je ne suis pas sûr. J'en connais un de ses enfants, puis il en a manqué des bouts. Ça m'a marqué. Parce qu'on ne voit pas l'impact, parce que tu achètes. Ça, c'est une autre affaire, hein, les achats, l'achat de l'amour. Moi, j'ai compensé. Moi, j'ai vécu quelque chose, puis Jean-Marie, puis je ne rentrais pas dans les détails pour mon fils. Mais moi, j'ai juste un fils, puis évidemment, là, je fais de l'argent, puis tout ça. Puis moi, mon père était bouchon, fait qu'il n'y en avait pas. Mais moi, j'ai tout le temps compensé, puis j'ai tout le temps, je ne l'ai pas nécessairement aidé, là. Pourtant, j'ai les moyens. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens, mais je ne l'ai pas nécessairement aidé. Puis ça a amené des conséquences. Aujourd'hui, je suis très conscient de ça. Mais
ça m'a réellement marqué cette conversation-là, en disant, t'as-tu demandé à ta conjointe si elle est si heureuse que ça, ou à tes enfants si c'est si le fun que ça de fréquenter? Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vide affectif autour des présidents et des présidentes de compagnie parce qu'ils mettent tellement de temps dans leur compagnie. Cet équilibre-là, parce que quand il n'y a pas d'équilibre, il y a quoi? Des équilibres, pas bien compliqué, là. Puis ce déséquilibre-là, il a des impacts dans l'écosystème qu'on retrouve souvent pour les présidents, les présidentes de compagnie dans leur famille, et aussi dans l'écosystème de leur garde rapprochée, ce qu'on appelle les vice-présidents finances, vice-présidents ressources humaines, etc. Et ça, on le retrouve souvent. C'est pour ça que dans certaines entreprises, notre fou est dur à calmer ou notre folle. Puis là, ben, il y a un taux de rotation de personnel très élevé. Ça roule. C'est jamais de sa faute. Non, mais si, j'ai été manger avec un président l'autre jour, puis je termine avec ça, puis il m'a dit c'était une folle aux ressources humaines, c'était un fou, c'était un Christ. Puis moi, j'en prends pas des gars de même, je passe mon tour. Là. Puis à la fin, j'ai dit, coudonc, c'est qui a engagé ce gang de fous-là, puis ce folle-là dans cette entreprise-là? Le souper était. J'ai pas eu de dessert, finalement. Non, mais c'est quand même un fait. Là, c'était tous des fous et des folles. C'est toi qui les engages. Il doit avoir un petit peu de Il y a un dénominateur commun. Non, mais j'aime ça dans ce temps-là. Moi, ça me... Ce qu'on voit beaucoup, suite à ce que Jocelyn vient de dire, si vous êtes pogné là-dedans, c'est qu'un danger énorme avec la consommation, c'est... Là, ça fait 7 ans que je suis bénévole à la Maison Jean-Lapointe. Puis la stacose en plaques. Ah, la stacose. La stacose en plaques. Stacose. C'est jamais toi, mais c'est... Tu sais, en consommation, tu as 100% de la responsabilité. Tu n'as pas 95 tu n'as pas 5 tu as 100 c'est un classique. Là. Puis, dans ce que tu dis, c'est drôle parce que il y a la perception de ta réalité qui est probablement fuckée ou erronée. Ouais. Parce que tu as l'impression d'avoir les deux mains sur le volant puis que tu contrôles ta consommation puis qu'il n'y a pas de problème. Parce que dans l'échelle des gains, moi, quand je consomme, j'ai tant de gains, j'ai ça, c'est ça, puis je suis capable d'arrêter quand je veux. Puis comme tu disais tantôt, c'est juste que là, je veux pas. Mais le problème, c'est que dans ta perception, les gains sont là alors que la réalité, il n'y a presque plus de gains, là. Il y a beaucoup, beaucoup de pertes, mais toi, soit que tu es dans le déni, soit que tu ne veux pas les voir, ou tu es tellement déconnecté parce que tu es toujours en train de vouloir consommer. Puis quand je parle de consommer, ce n'est pas juste la substance, tu parlais des comportements, mais c'est toujours de vouloir plus, puis de toujours vouloir être applaudi, de toujours vouloir avoir les meilleurs scores, les meilleurs chiffres d'affaires. Et à un moment donné, tu oublies que ça crée du désastre autour de toi. Je trouve qu'il y a comme un angle intéressant entre la résilience qui devient du déni. Ouais. Tu sais, on dirait que il y a quelque chose qui se frôle là-dedans. Moi, c'est mon pattern de destruction à la fin, tu sais, avant que je rentre cette fois-là, parce que j'en ai fait des thérapies. Là, ma première thérapie, en fait, tellement coquille, c'était à la maison du Nouveau Point de Vue, à Lanoret. Puis c'est les gars de foot qui m'ont rentré. 3 chums qui m'ont vu aller, qui se sont pointés à la maison, pas invités, puis qui m'ont dit, tu sais, j'étais bien entouré. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de ressources, pas parce qu'il n'y avait pas de monde. Puis je suis rentré en thérapie là-bas, je me suis pas obstiné, ils m'ont dit, on pense que tu as un problème. J'ai dit oui. Pourquoi? Pas cave. Si les gars sont là, l'équipe est au courant. S'ils sont arrivés chez nous, pas invités, ma femme est au courant. Je ne peux pas perdre ma femme, je ne peux pas perdre ma job. Fait que moi, y aller en thérapie, je vais faire ma gueule à tout le monde. Moi, je n'ai pas tellement un problème. Anyway. Fait que j'étais le leader de la défense des Alouettes dans ces belles années-là. Fait que moi, j'arrive en thérapie, Jean-Marie, j'ai expliqué au thérapeute comment la thérapie allait se passer. Ah, c'est bon, ça. Fait que moi, vos affaires des petits meetings là, de bonjour, je m'appelle, moi, je suis connu, fait que je ferai pas ça. Je me suis amené des livres pour lire là, d'autres affaires que vos trucs. Puis moi, j'ai pas de trouble d'alcool. On peut parler de pilules, si tu veux. L'antidouleur, oui, ça. L'alcool, je n'ai pas de problème, tu sais. Bien, tabarnane, je sais pas si c'est à cause de... Mais ça a fonctionné. Fait que je l'ai fait à ma façon. Puis un concept intéressant dans la vie, c'est que les demi-efforts donnent des demi-résultats. Ouais. Et donc, évidemment, je me suis replanté après ça. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que moi, mon pattern de destruction, à la fin, c'est que je pars puis je consomme soit seul dans mon auto ou soit dans une chambre d'hôtel puis je ne sors pas de là. Mais quand je commence à consommer, dans ma tête, je vais aller fêter à quelque part. Je vois, il y a quelque chose de festif. Puis ça finit jamais. Je finis par avoir la chienne. J'ai honte de quoi j'ai l'air. Je suis supposé être un exemple de santé comme athlète. Je suis supposé être un modèle pour les jeunes. J'animais les testeurs. Fait que je reste enfermé 3-4 jours, puis pas rejoignable. Puis quand je reviens à la maison, Maïka, souvent, elle me posait des questions. Tu sais, je raconte ce que j'ai fait, puis elle est comme, mais pourquoi tu... Il est où le fun là-dedans? Il n'a pas. Puis c'est là la folie, c'est qu'il n'y a plus de fun,
Il n'y a aucune chance d'en avoir, puis je retourne quand même. C'est là que tu as besoin d'aide. Puis tu parlais des indicateurs tantôt, il y en a d'autres intéressants, Jasmin, tu sais, à partir du moment où tu n'es pas capable de calculer combien tu vas en boire, ou que tu ne tiens pas, tu sais, tu te dis, je me prends 2 bières au souper, puis là, finalement, si tu prends le six-pack au complet, si tu n'es pas capable de, tu sais, à minuit, j'ai fini. Puis tu rentres chez vous à 3h30 du matin en rampant. Tu sais, à partir du moment où, puis moi, c'était en thérapie, quand j'ai entendu d'autres personnes en parler aussi, mais à partir du moment où tu te bookes des activités et que tu les manques parce que tu es trop magané de la veille, quelque chose que j'avais hâte de faire, que je finis par aller au gym. Tu as hâte d'aller au gym le samedi matin, mais tabarnak, tu l'as échappé le vendredi soir. Fait que l'accumulation de tous ces questionnements-là fait en sorte que tu dis, il y a une couple de red flags que j'aurais dû voir plus tôt. J'aimerais ça qu'on pivote maintenant sur la reconstruction. On a chacun notre histoire. Jocelyn, peut-être en commençant avec toi, parce que je suis curieux. Je ne me souviens pas comment tu t'es reconstruit. Moi, je te connais depuis que tu vas bien. Mais je te connais depuis que tu vas bien. Je connais une couple de tes histoires que tu m'as partagées, mais je serais curieux de savoir, ça a été quoi le processus? C'est un long processus parce que l'abstinence a été rapide. Moi, j'ai rentré à la maison de thérapie du père Paul Aquin. Pour ceux qui ont connu, Paul Aquin, c'était l'aumônier des joueurs du Canadien. C'était un homme extraordinaire, le bon Dieu en taxi. C'était un gars, c'était un ancien jésuite. Puis quand je suis rentré en thérapie, il m'a dit, toi, Jocelyn, tu as l'air d'un gars intelligent. Je trouvais qu'il était intelligent, mais me trouvais intelligent. Tu sais, enfin, quelqu'un qui a dit ça dans la gang. Puis, tu sais, il m'a dit, ouais. Il dit, toi, tu te crois-tu une puissance supérieure? Tu sais, ben, je dis, non, l'Église catholique. Non, je te parle pas de ça. Toi, intelligent comme tu es, tu penses-tu que c'est ton cerveau, c'est tout toi qui fait aller ça, ton cœur, le sang dans tes vaisseaux, puis au kiss, là, j'ai dit, bah, tu sais, là, non. Bon, ben, il dit, il y a quelque chose qui t'habite, une intelligence supérieure. T'sais, il dit, il y a une intelligence qui fait fonctionner tout ça, Jocelyn. Là. Il dit, es-tu d'accord avec moi? Il m'emmenait. Un jésuite, là, il te flatte l'ego, après ça, il t'en crisse un coup. Non, mais c'est comme ça. Moi, je fréquente encore des jésuites, je sais c'est quoi. Là. Puis je les adore en passant, c'est du monde. Pas juste il n'y a pas juste des pédophiles là-dedans, au contraire. Malheureusement, mais c'est. Non, mais si, c'est. Tout le monde, quand on parle de jésuites, non, c'est pas ça l'idée. On est filmé. Hein? Ah, ben c'est pas grave. On enlèvera ce bout-là. Tout le monde y pense aussi, puis c'est comme, tu sais, arrêtez ça. Là. Mais Paul, il est extraordinaire. Puis, puis à la fin, il me dit, toi, le grand intelligent, tu vas monter dans ta chambre, tu vas te mettre à genoux, tu vas demander à cette intelligence-là de t'enlever la soif. J'étais tellement battu parce que le matin, je voulais m'enlever à vie. Moi, je m'en allais avec mon auto, là, elle était neuve, puis mettons que c'était pas un Hyundai. Là. J'avais tout calculé ça, je la partais, puis c'était fini. Moi, c'est un de mes chums qui m'a sauvé la vie, Richard, qui s'est enlevé à vie lui-même 4 ans plus tard. T'sais. Fait que ça s'est fait comme ça, puis je me suis mis à genoux, puis je n'ai jamais reconsommé depuis ce temps-là. Fait que c'est ce qu'on appelle une expérience spirituelle. Moi, je crois à ça aujourd'hui. Je suis tellement content qu'il y en ait qui ne croient pas à ça, ça m'en fait plus pour moi. Mais ceci étant dit, ça a été instantané. Je n'ai jamais consommé depuis le 3 février 1994, puis je n'ai jamais eu le goût non plus, rien. Comme je mentionnais tout à l'heure, où ce que ça a été un défi pour moi, c'est mes autres addictions comportementales. C'est de être conscient que, ça ne va pas bien de ce côté-là. Il y a quelque chose qui ne va pas bien non plus. Fait que ça, c'est des étapes, ça a été très long. Moi, je dirais que depuis notre rencontre, ça fait quoi, une dizaine d'années? Puis avec le docteur Chiasson, Jean-Pierre, qui est un homme extraordinaire, qui est le fondateur de la clinique du Nouveau Départ, moi, on lui doit toute la vie, c'est pas compliqué. C'est un homme d'une qualité exceptionnelle. C'est ce cheminement-là, réellement, c'est là que j'ai commencé à travailler sur ma sobriété émotive. L'abstinence, ça m'a été donné, c'est une grâce. Il y a des millions de personnes qui peuvent en témoigner au travers le monde. Moi, en 2018, je fais juste une parenthèse rapide, je venais de finir un gros mandat au Québec que tout le monde connaît. J'avais été grand boss de Théo Taxi. Ce que le monde ne savait pas, c'est qu'il y avait Théo Taxi, Théo Techno, Hochelaga Taxi, puis Diamond Taxi, 600 employés. C'était le bordel. Le Fonds de solidarité de la Caisse de dépôt m'a demandé d'aller là. J'ai fait le ménage. J'ai fait le job que j'avais à faire, mais quand je suis sorti de là, je suis parti un mois là, en 2018. Puis j'ai fait une rencontre extraordinaire dans un ashram avec Sir Anthony Hopkins. Quand même, c'est pas pire, tu sais. Puis il m'a dit, put God first in everything you do. Mets Dieu dans tout ce que tu fais. Ça m'a tellement mis, Dieu étant la définition que tu en donnes, cet homme-là, c'est un homme d'exception, on s'entend. Moi, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Puis il m'a envoyé le sien, puis j'aimerais ça qu'on garde le dialogue. Il m'a invité à manger chez lui aussi le lendemain. Là, j'ai pensé au film Le Seigneur des Agneaux. J'ai dit, non, mais tu sais, ça m'est venu dans la tête à un moment donné. Quel homme extraordinaire. Quel homme extraordinaire qui m'a ramené à une foi profonde en quelque chose dans l'univers qui régit tout.
J'ai un brotherhood avec ça, tu sais, puis Ouais, absolument. sisterhood ou peu C'est- importe, mais c'est- mon c'est- point, c'est c'est- le collectif, puis c'est le lien avec le Wolfpack, puis la raison qu'on est ici aujourd'hui, c'est qu'en affaires, oui, des fois, on est seul dans notre tête, on est seul à faire de l'insomnie le soir, à penser au payroll, à penser à toutes les affaires, mais essentiellement, tu exécutes en équipe. Oui. Puis je termine avec ça. La seule chose que je fais aujourd'hui, c'est de briser l'anonymat de ma souffrance. Moi, j'ai une gang de gars autour de moi. Là. Quand je ne file pas, j'appelle. Puis je parle des vraies affaires. Là. Tu sais, que j'ai changé mon char, puis que j'ai pris un Rover, puis une 911. Ça, c'est le fun en crisse à parler. Hein? Non, mais c'est le fun l'été. Hein? Tu l'aimes, ma part. Mais c'est pas ça, la vie. Là. Tu sais, la vie, là, c'est quand je ne file pas intérieurement. Puis ça m'arrive encore, puis ça m'arrive encore. Ah ouais? Mais d'avoir un réseau de contacts où ce que je peux me déposer. J'ai partagé sur l'intensité des entrepreneurs la semaine dernière avec Entrechef. Il y en a qui connaissent ça, avec ils appellent ça un club. Là. J'ai aimé ça parce qu'on a parlé des vraies affaires. Puis, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a rappelé le soir parce qu'il y a des problèmes avec son fils. Pour moi, là, c'est ça, la guérison. C'est cette capacité-là que je t'appelle. On s'appelle, hein, on s'est déjà parlé. « Hey, Jocelyn, il y a quelque chose. » OK, parfait. Cette confiance-là de me dévoiler dans ma souffrance intérieure. Parce que la vie, là, c'est pas la vie, c'est ce qui nous arrive quand on avait prévu d'autres choses. La mort d'un ami. Moi, cet été, on a perdu un de nos chums. Hein? Il s'est suicidé, médecin, point de pique. Là, Chris s'est enlevé la vie, 56 ans. Chris, moi, j'ai tombé sur le dos. Là. C'est comment ça qu'il s'est enlevé la vie? Comment ça qu'il n'a pas appelé ce gars-là avant? C'était pas n'importe qui. Je ne veux pas péter son animal, mais hey, aïe, aïe, là. Tu sais, c'est quelque chose. Là. Cette souffrance-là humaine, cette capacité-là aujourd'hui que j'ai, ça, c'était la grande révélation dans ma vie. C'est ça la guérison pour moi aujourd'hui. Les ressources. Puis les ressources, 4 périodes de méditation par jour. Ça, c'est immanquable. 4? 4. Ouais. Explique-moi comment. Le matin, moi, puis- c'est 30 minutes. Je fais ma littérature. Tu sais, j'ai mes livres, pensée positive, je crois à ça. Pas la pensée magique, la pensée positive. Tu seras l'ensemble de la résultante de l'ensemble de tes pensées. Moi, c'est clair pour moi aujourd'hui. Tu sais, moi, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est l'ensemble de mes pensées. Merci la vie, je pense bien. Après ça, mes lectures. Après ça, ma période de méditation. Je ne pars pas la journée si je me sens agité mentalement. Sinon, je call off. Mes clients me connaissent, le monde me connaisse, mon équipe me connaît. Asti, j'aime mieux rester chez nous parce que je vais être dangereux pour les autres. Dangereux pour moi, puis je vais être un danger pour les autres. Je reste chez nous parce que je reste que je suis intense, moi. Puis moi, généralement, tu le sais, quand mon intensité, il y a un voisin à Rivière-du-Loup, là, que si je commence à moins l'aimer, là, il y a du sang partout, puis c'est pas mon sang à faim, ça, c'est pas bien bon, tu sais. Mais ce que je veux arriver avec ça, après ça, sur l'heure du dîner, évidemment, je n'ai pas eu le temps tantôt, là, mais habituellement, là, je suis dans l'auto, je prends mon 15 minutes, puis je me parle à la troisième personne comme dans TV Régent. Il va bien en maudit aujourd'hui. Il va y arracher la tête, c'est sûr. Il va y arriver malheur. Je me parle comme ça. Ça dédramatise. Puis quand ça lâche pas, j'appelle un Jean-Marie, j'appelle un Robert, j'appelle un Jasmin, j'appelle des gars, puis je dis, il faut que je t'en parle parce que là, le chat, il est rendu un tigre dans ma tête. Très dangereux, Jocelyn. Ouais, fin d'après-midi, puis fin de journée, je regarde ma journée. Comment j'ai été comme être humain pour Jocelyn aujourd'hui? J'ai été accueillant. Moi, vous m'avez appris l'accueil. M'accueillir plutôt que me critiquer et me juger. L'accueil inconditionnel de ce que je suis, surtout de ce que je ne suis pas. Moi, j'ai eu 2 vies, j'aimerais ça dire que... Puis dans Alcoolique Anonyme, je connais toutes sortes de monde, hein, des juges, toutes sortes de monde, mais je connais toutes sortes d'autres mondes aussi. Je termine avec ça. Il y en a un qui m'avait demandé, un patché. Nous autres, on a une étape qui s'appelle « Il faut que tu comptes à quelqu'un tout ce que t'es arrivé dans ta vie, puis après ça, tu gardes ça. » t'sais. Puis je faisais une thérapie, puis il est venu me voir. Un patché, vous savez c'est quoi, là? Hein? Bon. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit, toi, parce qu'on avait fait une thérapie d'une semaine ensemble, puis il dit, moi, j'ai eu peur de toi toute la semaine. Il me dit ça à moi, tu sais, moi, je pas. Si moi, j'avais peur de lui, c'était encore bien pire, parce qu'il nous avait mentionné un petit peu ce qu'il faisait dans la vie, tu sais. Puis il dit, moi, j'aimerais ça m'asseoir avec toi, puis je voudrais tout te compter. Il dit, d'après moi, ce serait mieux de prendre un curé. Il me semble que je me sentirais plus à l'aise. Il dit, non, il dit, toi, je te fais confiance, je ne sais pas pourquoi, je veux tout te compter. J'ai dit, j'avais pas le goût de dire non, finalement, tu sais. Je trouvais que c'était une bonne idée, à la limite. Puis j'ai dit, écoute, on va faire un pacte. J'ai dit, moi, j'ai appris à fermer ma gueule jeune. Je suis au secret professionnel aussi par ma profession. Mais j'ai dit, si un jour, il y a quelque chose qui se dit, moi, je peux te garantir que ça ne sera pas moi, il faut que tu me promettes que tu ne règles pas mon compte. C'est quand même pas un gars, c'est de l'assurance vie, là. Ouais. Fait que, tu sais, il dit, c'est correct. Fait qu'il m'a tout compté, tu sais. Il va dire, sérieusement, il est intense. Ouais. Puis il y avait l'art de faire ça d'un coup. Il ne martyrisait pas longtemps. Ah, c'est ça. Non, mais je trouvais que c'était une bonne méthode. Tu sais. Mais, mais tu vois-tu, lui, ça l'avait libéré. Ouais. Je n'ai pas à le juger parce qu'il était dans un cheminement, cet homme-là, lui aussi, comme moi.
Il a été jusque-là, malheureusement. Puis je ne suis pas en train de justifier tout ça, c'est pas ça. Là. Mais c'est là que ça emmène ces folies-là. Ouais. Qu'on entend, je pense, puis je terminerai avec ça, avec le Guigui, le gars qui a tué ses enfants là, à Saint-Sauveur. Moi, je demeurais à Saint-Sauveur, là, qui était médecin. Là, comment il s'appelait? Là? Guy. Je me souviens plus. Là, le policier qui l'a trouvé, les enfants, il s'est suicidé là, un couple d'années. Il ne s'est jamais remis de ça. Ouais. Moi, ça m'avait touché. On pense des fois que c'est juste des bums qui font des affaires. Parce que quand tu es dans la folie, tu deviens dans un état de conscience altéré. Puis il peut arriver bien des affaires que tu peux regretter le reste de ta vie. C'est ça, c'est là que ça emmène. C'est substance, c'est santé c'est là que ça mentale emmène. de toutes sortes. Fait que pour moi, la guérison aujourd'hui, là, pour faire un cheminement, c'est cette capacité-là de prendre des temps d'arrêt durant la journée. À chaque 3 mois, je vais à l'abbaye à Saint-Benoît-du-Lac, près de Magog. Je passe le week-end là. J'adore ça aller là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il se passe des miracles là. I don't know. Puis mettre de l'amour dans ma vie. Ouais. Puis aller aider. Moi, Jean-Marie m'a appris quelque chose. On a été nourrir du monde. Moi, aider des personnes dans l'itinérance. Je suis trésorier de la Fondation Jean Lapointe. Je donne du temps. Les maisons Sober House du docteur Chiasson. Les CA, aller chercher de l'argent. Merci de votre contribution généreuse pour la maison Jean Lapointe. Pour moi, c'est ça aujourd'hui. Donner et au suivant. Ouais. C'est comme ça qu'on se guérit. Merci. Wow. Ouais, puis, pour faire du peu ce que Jocelyn vient de dire, puis on se le dit souvent, les boys ici, on est riche de ce qu'on redonne. Ouais. C'est vraiment ça, on est riche de ce qu'on redonne. Ça a pu avoir avec le power, la scène, l'argent, tout ça, on est riche de ce qu'on redonne, puis c'est les plus gros trucs. Puis, moi, c'est Jocelyn qui m'a appris l'importance d'une routine, l'importance de prendre du recul. Fait que merci pour ça, mon grand frère. Et une autre chose à ajouter dans ma routine pour rester sobre émotivement, c'est gratitude. Je fais 3 gratitudes par soir depuis 7 ans. C'est sûr, guys, vous allez être dans ma gratitude ce soir. Je vais me coucher et je vais faire « Hey, wow, quel privilège j'avais d'être ici avec vous autres. » Puis la gratitude, c'est la vraie richesse. C'est quoi le pourcentage de ta journée que tu passes en gratitude? Moi, là, si tu fais des millions que tu es tout le temps en tabarnak, c'est pas ça, être riche. Être riche, c'est Jocelyn qui me l'a appris, un cœur reconnaissant ne manquera jamais de rien. Wow. Un cœur reconnaissant ne manquera jamais de rien. Puis quand tu restes là-dedans, tu développes ça. Puis là, moi, je tripe ma vie parce que grâce à vous autres, mes filles, maintenant, le font. Ils se couchent le soir, viens, papa, on va faire nos gratitudes. Je fais comme, fuck, man, c'est impensable, surtout pas pendant la consommation. Fait que l'importance de cultiver ça également. Une des choses que j'entends dans tout ça, c'est l'importance d'apprendre à se connaître. Puis pour apprendre à se connaître, il faut tasser l'ego. Puis se regarder avec humilité, puis savoir, en fait, après ça, c'est que tu découvres dans quoi tu es bon, dans quoi tu es bonne, dans quoi tu es moins bonne, dans quoi tu es moins bon. Puis après ça, tu es capable de naviguer un petit peu plus honnêtement le reste des choses. Mais, tu sais, j'entends, toi, de ton côté, Jocelyn, tes outils, c'est la méditation, c'est d'avoir une structure dans ta journée, c'est de trouver le moyen de redonner. Jasmin, même chose. Jean-Marie, je sais que tu es ultra discipliné. Ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart des entrepreneurs que je connais ont une discipline, ont une rigueur, ont une structure. La différence, c'est que là, vous nommez des outils et non des soupapes. C'est le verre de vin, la bière, le vendredi soir, c'est pas un outil. Okay? C'est une béquille, plus que d'autres choses. T'sais. Fait que c'est quoi tes outils, toi? C'est quoi ta structure? C'est quoi ta méthode? Un peu comme on a entendu plus tôt, l'art de s'entourer de personnes plus brillantes, plus avisées puis plus évoluées que toi. Puis j'avais lu quelque part à un moment donné dans un petit livre de développement personnel que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus de ta vie. Mais les personnes que je côtoyais il y a 30 ans, il y en a peut-être une dans ça. Aujourd'hui, il n'y a plus la même gang. Mais la gang que j'ai aujourd'hui fait une grande différence dans ma vie et qui est directement reliée à la paix intérieure qui m'habite et aussi à ce désir de me dévoiler. Quand tu es un homme ou une femme d'affaires, tu es un entrepreneur, d'avoir des gens avec qui tu peux te dévoiler. Être un leader, ce n'est pas toujours d'avoir raison, puis c'est pas toujours d'avoir une vision claire, mais demander à quelqu'un, « Hey, j'avoue, celle-là, là, je ne sais pas trop comment. Tu m'aiderais-tu à voir clair là-dedans? » Moi, j'ai des amis, des gars, des filles qui m'aident à voir clair dans ma vie. Puis je me rappelle l'année passée, il y a 1 an et demi, puis c'est vrai que j'étais un peu... Ben moi, là, je ne veux pas dire que je suis un vrai bipolaire. Je suis un bipolaire amateur. Professionnel, ça me prend des pilules, il faut qu'on m'enferme, il faut qu'on m'attache. Je ne suis pas rendu là encore. Mais j'ai eu des épisodes en hypomanie. C'est-à-dire, là, j'ai roulé dans la garnotte, mais je n'ai pas pris le champ.
Mais Jocelyn, à un moment donné, en pleine conversation, je pense que ça faisait 12 minutes que je monologuais. Je suis pas sûr d'avoir pris une respiration. Il me dit « Hey, Jean-Marie, tu t'écoutes-tu? T'écoutes-tu parler? Tu te vois-tu aller? Tu rides, hein? Tu rides. » Puis, je veux dire, lui-même, il est capable de rider, mais il était capable de m'observer, moi, rider. Puis, à un moment donné, sur le coup, je dis, c'était une minute, là, mais j'avais pas l'impression de rider, là. J'avais pas l'impression d'être un gars qui roule dans la voie de gauche à 180. C'est une figure, mais en même temps, c'est vrai que j'en avais des affaires. Je venais de perdre mon père, j'avais une nouvelle blonde, j'avais acheté une maison, je travaillais sur je sais pas combien de projets. Hey, là, j'étais sur un crest de high, là, mais pète-moi pas ma bulle, là. J'avais du fun. Ça goûte bon être sur un high, là. C'est le fun. Alors, si j'ai pas un garde-fou qui me dit, je t'inquiète. Tu vois-tu le ravin, là? Bien, c'est ça, là. Je me dirigeais peut-être vers quelque chose qui était plus dommageant, mais je ne le voyais pas. J'avais un gain, là, j'avais un fun. Donc, quand tu es un entrepreneur ou une entrepreneur, je veux dire, tu en as des gains, tu vois grand, mais tu vois peut-être pas comment tu vis. Puis il y a des gens autour de toi qui te regardent parce qu'en plus, il a fait pire. Il se reconnaît en moi. Puis en même temps, comme un grand frère, il me dit, j'ai peur. En fait, c'est ça qu'il disait. Mais c'est qui les gens dans ta vie qui sont capables de dire « j'ai peur » C'est qui ces gens-là? Bien, ces 5 personnes-là font partie de ma vie. Il y a 30 ans, non, il y en avait une. C'était Chiasson. C'était le doc Chiasson qui était là. Tu sais? Alors, je me dis, si j'ai réussi à m'entourer de ces gens-là, je peux m'applaudir dans le sens que j'ai eu des choix à faire. Ouais. Faites un ménage. Quand tu vas en thérapie, quand tu fais une dépression, quand tu fais faillite, quand tu fais une tentative de suicide, à un moment donné, tu ressors de là et tu te dis, OK, bien là, j'ai peut-être un ménage à faire dans ma vie, comme dans ma vie interne et dans ma vie privée, autour de moi. Puis les gens aujourd'hui qui font partie de ma vie, c'est des gens qu'il n'y a pas de bullshit. Ouais. Je ne peux pas leur compter une vite. Ça, c'est précieux. Ouais. Dans le milieu des affaires, comme dans le milieu familial, dans le milieu intime, quand tu as des gens avec toi qui te regardent et qui t'aiment, malgré les pires niaiseries que tu as faites, t'es riche. Là. Moi, je pense que c'est un avantage que j'ai d'avoir fait du sport. Puis je sais que tu as fait du sport aussi. On a tous pratiqué du sport. Mais Seb pourrait corroborer. Mais dans une équipe de foot, je parle de foot parce que je connais pas les. J'ai pas pratiqué vraiment d'autres sports, mais ça passe pas par 4 chemins. Quand il y a un problème humain, des fois, ça va aller. Ça va se régler de façon que tu ne pourrais pas dans un bureau de 9 à 5. Mais no bullshit. On se parle et on se dit les vraies affaires. Et donc, j'ai le privilège d'être entouré de gens qui sont comme ça. Le problème, c'est que pendant un bout de temps, ce monde-là me dérangeait. Parce que là, il me challengeait dans les décisions que je prenais. Il s'inquiétait. Puis j'ai tassé ce monde-là pour, de un, m'isoler, puis après ça, me trouver des nouveaux amis. Puis là, la somme de ces amis-là, c'est pas du mauvais monde, c'était juste incompatible. Mais ça venait me déculpabiliser dans les décisions que je prenais, parce que je suis pas tout seul qui consomme. Tout le monde prend ça de la coke. Non, tout le monde à qui tu te tiens. D'accord, il y a une petite différence. Tu sais. Tu ressors un petit peu de ta chambre d'écho, puis tu réalises que c'est fucking esti les décisions que je prends. Fait qu'il y a quelque chose de beau que j'ai réussi à... Puis je parle de ça souvent en conférence, c'est le parallèle entre le sport et les affaires en termes de leadership, en termes de communication. Parce que les équipes championnes dont j'ai fait partie, j'ai perdu plus de championnats que j'en ai gagné. Fait que cette perspective-là, je l'ai. Le dénominateur commun des équipes championnes, c'est pas le talent. Parce que le talent, bord en bord, tu vas en avoir. C'est la communication qui s'installe. C'est ça le lien que je veux faire. C'est d'avoir des gens autour de toi qui sont capables de te caler dans ta bullshit, qui sont capables de te voir aller. Puis c'est pas juste de l'arrogance ou de l'ego. Des fois, c'est que tu es occupé, puis le style de wagon, il avance, puis ça va vite, le train, il fonce. Fait que d'avoir du monde qui fait comme Jean-Marie, il y a un angle mort là, que tu n'es pas en train de regarder. Et à l'inverse, c'est de permettre à ces gens-là d'avoir la confiance de te parler comme ça sans que tu leur fermes la porte. C'est d'une grande, grande valeur dans tous les domaines. Après ça, transpose ça, oui, en affaires, parce qu'on est ici pour parler d'affaires, transpose ça dans ta vie personnelle, transpose ça dans ta vie professionnelle, transpose ça dans n'importe quel domaine. D'être entouré de bon monde, ça ne te nuira jamais. T'sais, ça, c'est sûr et certain. Absolument. Aujourd'hui, on a tous des up and down. On ne se comptera pas de menterie. Ce n'est pas parce que tu arrêtes de consommer que tu es outillé que finalement ta vie va bien tout le temps. On a des gens bêtes, il y a des trucs qui arrivent dans le cours d'une... Tu as des frustrations, Est-ce que ça vous arrive de retomber dans des
des petites rechutes comportementales? Est-ce que ça vous arrive de vous voir aller puis de faire reste? Je l'ai encore échappé. Et comment tu le gères à ce moment-là? Bien, je l'ai expliqué tantôt. Pour moi, ma gestion, c'est d'en parler, parce que moi, c'est pas long que le chat devient un tigre dans ma tête, là, je veux dire. Ouais, ça va brasser, là, Ça, j'ai été élevé de même, j'ai été élevé dans la peur. Là, tout le monde se battait chez nous, là. Fait que, c'est comme, une chance, j'ai fait du judo, j'ai été prof de judo, mais probablement que ça m'a transposé cette colère-là qui m'habite intrinsèquement. Moi, c'est comme, mon père me disait tout le temps, si un gars fonce, tu lui sautes à la gorge. J'ai été élevé de même. Fait que, ça aide pas bien à partir de... C'est pas comme ça que j'ai élevé mon gars, là. Malgré que tu connais mon fils, il est gros papé. T'as pas le goût d'aller bien le voir. Il est papé, il fait des combats ultimes aussi. Ça, c'est une autre histoire, mais en dégâts, on l'aime demain. Mais une autre intense. Mais ce que je veux dire par là, pour moi, aujourd'hui, c'est pour éviter ce genre de choses-là. Puis j'ai donné une conférence l'autre jour à Capitale Desjardins aux employés, là, à leur congrès annuel. J'ai parlé des écarts relationnels. Je suis en train d'écrire un guide sur ça aussi. C'est l'écart relationnel, c'est quand tu rentres en relation avec quelqu'un, c'est comme ça, une conjointe ou un associé ou un employé ou n'importe qui. Mais comment tu fais pour garder cette relation-là soudée? Et là, c'est là que le V arrive, que j'appelle. Il s'ouvre tranquillement. Ça veut dire que, puis à un moment donné, il y a un contact qui se perd. Il y a quelque chose qui se perd en cours de route, puis il y a quelque chose à un moment donné qui est plus, tu ne peux plus revenir. Et ça, pour moi, dans ce qu'on a développé dans notre compagnie Plan B, d'ailleurs, notre slogan, c'est Plan B, c'est quand le plan A a trop bien fonctionné. C'est pas qu'il a mal été, il a trop bien été. Mais ceci étant dit, comment on fait pour garder cette communication-là, puis de cette relation-là? Puis, je parlais de ça aux investisseurs, évidemment, Capitale Desjardins, vous savez ce qu'ils font, ils investissent dans les compagnies. Puis, je donne une autre conférence demain là, au Complexe Desjardins à ce propos-là. C'est comment on garde cette relation-là? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que la relation... Comme moi, avec ma conjointe, je parlais de ça tantôt avec... je te vois, hein? Ça va être bon hein, avec lui. Hein? Parfait. Avec la blonde à Jasmin. Mais à chaque semaine, le dimanche, moi, je m'assois avec Elise, ma conjointe, puis c'est notre moment. Notre moment, pourquoi? Pour se dire qu'est-ce qui a moins bien été durant la semaine avec notre couple, puis qu'est-ce qui a bien été. On finit toujours par une note positive. Et moi, j'ai rénové une maison depuis 4 ans à Rivière-du-Loup. Tu veux savoir si ton couple là, est bon, là? C'est 1895 la maison. Si tu me demandes encore comment ça qu'on est ensemble, bien justement parce qu'on a fait ça. Puis il y a des fois, durant la semaine, je trouvais que j'avais le goût là, de monter d'un rideau, parce que je trouvais que son idée n'était pas si bonne. Puis c'est drôle, rendu au dimanche, je disais, elle a raison. C'est drôle, hein, la vie? Comment de fois que ça m'est arrivé? Moi, dans mon entreprise, j'ai de différentes compagnies, puis je fais ça avec... Moi, je suis au ventre, puis je donne des conférences et tout ça, je ne suis plus dans les opérations. Mais ce que je fais, c'est qu'à chaque semaine, 1h30 avec Marie-Ève Normandin, qui est ma relève que tu connais, 1h30 à chaque lundi matin, 1h30 avec Jean-François Paquet, mon autre associé, 1 heure avec ma comptable à chaque semaine, avec des KPI. J'ai tout monté des tableaux de KPI. J'ai toute l'information nécessaire que j'ai besoin. Et une autre affaire que j'ai, je suis free control. Fait que je le contrôle par un petit calepin rouge que j'ai avec moi. Puis quand je pense à quelqu'un, plutôt que le déranger, là, parce que moi, c'est toujours une urgence, là, je mets ça dans mon petit calepin, puis je sais que je vais voir lundi prochain Marie-Ève. Je me suis mis ça, on enseigne ça. On l'enseigne, nous autres, chez Plan B, en accompagnement. Et pour moi, ça a été une libération, parce que c'est comme ça aujourd'hui que je suis capable d'avoir une relation extraordinaire d'honnêteté, de franchise avec toutes les personnes qui m'accompagnent, avec ma conjointe, avec mon fils, des moments pour se partager. Parce que sinon, moi, avant, ça sortait tout croche, même, tu sais, puis je n'étais pas un cadeau. J'essaie d'ajouter un peu d'équilibre dans ton... C'est la façon que j'ai trouvée pour moi de mieux communiquer, puis de mieux garder la relation. Ouais. Puis de le dire, comment je dis avec respect que... Comment je vais être respectueux, comment je vais être bienveillant, comment je vais être accueillant. De me mettre en écoute active. L'écoute active, là, je me suis fait former comme coach professionnel. C'est une écoute qui n'a pas d'agenda caché. C'est quoi un agenda caché? C'est quand, mettons, ton épouse ou ton conjoint te parle, là, puis tu as juste hâte qu'elle ferme sa gueule ou qu'il ferme sa gueule pour parler. Ça, il n'y a pas d'écoute là-dedans. Là. Ça, c'est parce que tu as juste hâte. Lorsque tu te mets dans une écoute active, ça demande beaucoup de maturité. Ça demande beaucoup d'introspection, puis de calme intérieur. Puis tu vois la souffrance de l'autre, ses enjeux, puis tout ça. Il y a quelque chose qui se passe. Tu dis, OK, parfait. Je vais penser à ça, je te reviens. Ça ne veut pas dire que je vais lui donner une réponse. Mais c'est tous ces petits trucs-là que j'ai pris par des formations. Moi, je suis un curieux, fait que j'aime ça. Puis je termine avec ça, L'écoute active, un livre extraordinaire d'un gars de Paris qui s'appelle Lionel Bellinger. C'est extraordinaire. Mettez la main sur ça, l'écoute active. Ça a tout changé ma posture de gestionnaire. Ça a tout changé, ça a transformé ma vie, ce livre-là, parce que j'ai vu que c'était quoi de l'écoute, la vraie écoute. Une écoute avec compassion, avec amour, avec l'accueil de l'autre.
Puis il y a un amour qui se transmet. Aujourd'hui, au Québec, vous êtes chanceux, c'est plus le cash qui manque. Du cash, là, il y en a tant que vous voulez. Moi, je peux vous le dire, là, je les connais tous, ceux qui ont du cash, là, puis les fonds, puis tout ça, là, je les représente à bien des niveaux. Mais il y en a du cash, on n'avait pas ça il y a 40 ans. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'humain dans nos entreprises. C'est ça qui manque, le people. Comment être humain dans nos entreprises pour garder nos ressources humaines, se garder, puis comment que ça soit agréable pour tout le monde en entreprise. Et pour moi, c'est ça le défi qu'on a dans les prochaines années, l'humain dans nos entreprises. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle, je ne parle pas de ça. L'humain, comment qu'on reste humain dans tout ça. Mais en tout cas, un des thèmes récurrents depuis tantôt que j'entends, comment rester humain, c'est de redonner. Jasmin, tu parlais de te donner 2000 conférences. Je sais que tu es conférencier très, très en demande. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui, un jour, va se retrouver à s'inquiéter pour un proche, voir un employé aller puis essayer de tomber maintenant en espèce de relation d'aide. Depuis que tu as parlé de ton histoire, je peux imaginer que c'est très similaire à la mienne, c'est-à-dire que tu reçois des tonnes et des tonnes de messages de gens, soit qui sont en grande détresse psychologique ou qui s'inquiètent pour des proches. Même chose, évidemment, Jean-Marie Josselin. Mais comment tu t'y prends pour être capable de redonner ou d'aider quelqu'un dans ton entourage? Te dit, je suis convaincu qu'on est très, très similaires. C'est que si quelqu'un qui te connaît, j'appelle Jasmin, mon fils en arrache, veux-tu y parler? Comment tu t'y prends? En fait, j'ai fait beaucoup de podcasts. Si jamais ça vous intéresse, on en a tous fait. Jean-Marie aussi, on est allé à Grain d'Espoir. Grain d'Espoir, Jean-Marie est là. Son épisode il est hallucinant. J'étais l'invité de novembre passé. Étienne aussi, tu es allé. Fait que j'ai beaucoup de ressources, des livres. Je connais des coachs là-dedans qui sont exceptionnels de tous les niveaux. J'ai des centres de thérapie, les DG, dont ta sœur, c'est des amis. Ouais. Fait que je vais beaucoup référer parce que moi, je ne suis pas équipé pour... Je suis équipé pour t'écouter, mais je vais te référer avec des lectures, avec des podcasts, avec des vrais spécialistes. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis moi, je sais que si tu sais, Étienne, on se fait appeler beaucoup. Si on s'investit dans chacun qui nous appelle, on n'a plus de vie, puis ça va pas bien. Là. Non, puis on est empathique aussi, ou à un moment donné. Ah oui, c'est moi, clair. Je ne suis pas un thérapeute, puis je suis pas un psychologue, puis ça va me faire plaisir de t'écouter. Puis même c'est des formations peut-être de gars, là, je veux pas te genrer, mais trop tard. Ma blonde m'arrive avec, elle me ventile son problème, puis moi, je suis tout de suite en mode solution. Là. C'est un peu la même affaire quand quelqu'un m'arrive avec une problématique. Je veux tout de suite te diriger vers des ressources, la maison Jean-Lapointe, c'est ça. Mais pour plusieurs raisons. De un, je ne suis pas équipé pour te parrainer. Je ne serais pas bon. Puis de deux, c'est que personnellement, peut-être égoïstement, ça m'affecte en tabarnane. Ouais. Fait que ça se peut que si, j'ai pas envie d'avoir une journée de merde, puis c'est pas parce que je veux pas t'aider, c'est qu'à un moment donné, il y a un bout, il faut que je me connaisse assez pour savoir que not today. Aujourd'hui, il faut que je prenne soin de moi. Jean-Marie, tu t'impliques, pas juste au niveau de la dépendance. Je te donne l'exemple que j'ai donné de t'appeler le 6 janvier 2017 puis que tu me rentres. C'est un parmi tant d'autres, mais tu t'impliques avec... Défis sportifs. Avec la Maison du Père, avec, toi et moi. OK, je vais t'amener sur une piste peut-être plus délicate. OK. On a essayé d'aider un ancien gars des Alouettes, Rassan, qu'on a récupéré quelque temps puis qu'on a reperdu dans la brume. Puis tu m'as dit quelque chose qui m'a... Je l'ai pris durement, puis je trouve ça dur de mettre de l'effort à essayer d'aider quelqu'un puis que ça ne fonctionne pas. Puis de toute façon, c'est rien de personnel. Mais tu as dit quelque chose, c'est qu'il est après passé à côté d'une belle vie. Et ces mots-là, pour moi, m'ont frappé. C'est qu'on n'a rien qu'une, à ce qu'on sache. Fait que tout le temps que tu perds, ça ne veut pas dire que tu n'as autant en avant. Fait que comment tu fais pour être autant à l'écoute, pour être autant disponible, puis ne pas te perdre là-dedans? Bien, ce que tu as dit tantôt, Jasmin, c'est exactement ça. Je me sens jamais dans un sentiment d'impuissance, dans le sens qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est pas moi qui fais la job. Je réfère. Je donne tel numéro de téléphone, tel médecin, tel dentiste, tel intervenant, telle ressource. C'est-à-dire qu'avec l'année, avec la vie que j'ai, puis avec l'âge que j'ai accumulé un réseau de contacts extraordinaire. Donc, c'est très, 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 très rare que ça va m'arriver que je ne sais pas quoi faire. Mais il y a toujours le sentiment de « je me sens impuissant comme toi ». Puis mon père m'avait dit un peu ce que tu as dit tantôt, l'écoute active. Moi, mon père m'a dit... Écoute, Jean-Marie, tu as 2 oreilles et tu as une bouche. Écoute 2 fois plus que tu parles. Autrement dit, quand les gens se dévoilent à moi, ils vont trouver déjà eux-mêmes souvent leur piste de solution. Puis quand je disais à la personne, « Hey, my God, c'est vraiment tough. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » C'est souvent juste de l'écoute. Puis des fois, la personne va se dire, « Ah, peut-être que... » Bien, ils regardent avec l'inventaire de
de trucs que je t'ai donné ou de références, il y a peut-être quelque chose là-dedans, mais au moins, je peux toujours lui souhaiter la meilleure des chances. Tiens-moi au courant, donne-moi des nouvelles, mais je ne jouerai jamais au sauveur. Ça, je l'ai fait pour pouvoir être aimé plus jeune. Aujourd'hui, je ne fais pas ça. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. J'ai un bon réseau, puis j'ai des bonnes personnes qui peuvent les aider, les accompagner comme toi. Moi, je ne suis pas outillé pour ça. Mais il y a tu sais, je pense que dans l'ensemble de l'œuvre, moi, un des trucs que j'ai appris, quand quelqu'un se dévoile à moi puis qu'il ne file pas, puis il ne sait pas comment prendre une décision, il ne sait pas où aller, moi, en relation d'aide, j'avais pris une formation à l'Université de Montréal, puis le thérapeute nous avait dit, la première chose, demandez à la personne que vous avez devant vous, là, est-ce qu'elle dort bien? Est-ce qu'elle a une bonne alimentation? Et est-ce qu'elle fait de l'exercice quotidiennement? Si ça, c'est comme un trépied. Si un de ces trois aspects-là n'est pas répondu, ça se peut que tu ne prennes pas des bonnes décisions. Ben oui. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Puis surtout, si tu es moindrement un fou, tu roules à 180 dans la voie de gauche, tu es en manie. Je pense qu'il ne dort pas, je pense qu'il n'a pas mangé, puis il n'est peut-être pas allé au gym. Il est dangereux. On va te dire une affaire, ça ressemble au profil de pas mal d'entrepreneurs. Mais la base, c'est niaiseux, mais si tu es pour prendre une décision présentement, là, puis que ça fait un bout que tu n'as pas dormi, tu as skippé des repas, tu n'es pas allé au gym, et moi, j'ai une pancarte sur la porte de mon appartement, et c'est écrit, j'avais pris ça dans un centre de retraite de méditation, c'est écrit « Don't believe everything you think ». Oh! Ne crois pas tout ce que tu penses. J'adore. Ça, là, la follologie ici, là, elle peut m'en faire vivre des affaires, tu sais. Alors, imagine à ça si je n'ai pas une hygiène de vie comme il faut. Mais c'est drôle parce que dans les journées où je file moins bien, j'ai le réflexe de... Moi, je l'ai décortiqué en 4. C'est-à-dire, mon sommeil a l'air de quoi? Mon alimentation a l'air de quoi? J'ai-tu bu de l'eau aujourd'hui? Tu sais, si tu ne files pas physiquement ou mentalement, puis tu n'as pas bu d'eau, ça fait 3 jours, tu sais, il y a un problème. Puis, j'ai-tu fait de l'exercice? Ça peut être léger, ouais, tout le monde s'hydrate. Ça peut être de l'exercice, ça peut être aller prendre une marche à l'extérieur, ventiler, prendre de l'air, peu importe. Si... Puis, habituellement, quand tu es en ligne, ces 4 affaires-là, une couple de jours de suite, whoop, les idées redeviennent claires. Ouais, messieurs, vas-y, Jasmin. Un truc de mémoire pour ça, c'est l'acronyme HALT. On apprend beaucoup en thérapie. Hungry, c'est l'alimentation. Angry, t'es-tu en calice contre du monde? T'as-tu réglé tes affaires? Loneliness, est-ce que tu en as parlé? T'es tired, c'est quoi ton sommeil? Puis c'est energy, je pense? Emptiness. Emptiness, c'est vrai. Wow, j'aime ça. Le halt. Le halt. Fait que tu fais une halt. Okay. Très bon truc. Merci, messieurs. Il reste 15 minutes à la séance. Et ça serait le moment d'ouvrir aux questions. Yeah. La façon que ça va fonctionner, Seb et Elke vont se promener dans la salle avec un micro parce qu'il y a une captation de la rencontre aujourd'hui qui se fait. Fait que juste lever la main pour qu'on puisse avoir la question au micro, pour qu'on puisse savoir à la caméra c'était quoi la question. Fait que... S'il y en a qui ont des questions, c'est le moment. Jasmin, tu voulais dire quelque chose? Non, il y a... Tu étais chef d'orchestre? Mon ami... Marco... Ami Marco qui a une question. Bonjour. Oui, ça va bien. On est dans un centre, dans une gang de réseautage. Fait que peut-être qu'on peut se lever, se nommer, compagnie. J'en connais déjà une gang. Tu sais où ça peut mener? Marco, ouais, formateur en marketing numérique, mais c'est un témoignage et une question. OK. Témoignage, j'ai fêté mes 7 ans de sobriété samedi passé. Yeah. Et le point que je voulais apporter, puis je pense que vous en avez parlé, c'est que moi, je me définissais comme étant un alcoolique à haut rendement. Je partais pas pendant les 3-4 jours de fripe. Je rentrais pas tard, je manquais pas de meeting. Fait que socialement, c'était bien accepté, tu sais. Mais moi, en dedans de moi, je le voyais que ça ne marchait pas. Et cette année, j'ai pensé recommencer. Je me disais, tu sais, juste le samedi soir, avec la blonde, tranquille. Et j'ai pensé à Étienne, quand tu avais raconté l'histoire, de raconter l'histoire jusqu'au bout. Ah ouais. La fin du film. Puis là, je commençais à réfléchir, puis me disais, OK, là, je vais commencer à compter les jours pour dire, dans 6 jours, c'est samedi et tout ça. Finalement, j'ai pas cédé. Je suis un peu émotif, honnêtement. Bravo. Good. Fait que, merci pour ça. Merci pour ce partage-là. Et la question que j'ai pour vous, là, tantôt, vous avez dit s'il y a des gens qui viennent vous voir pour les ressources et tout ça, mais je vais vous poser une question différente. Admettons, je connais quelqu'un, là. Son gars de 19 ans a une dépendance au cannabis. Puis il veut pas arrêter.
Fait que si c'était votre garçon, là, je pense pas que vous allez juste dire appelle un tel puis appelle un tel, là. Qu'est-ce que vous feriez? Rien. Pour- Faut qu'il touche son bas-fond. C'est ce qui est plus dur. C'est tough comme parent, Tough. comme Y a rien proche, à faire. comme... C'est ça. Pour qu'un alcoolique ou un toxicomane aille bien, il faut qu'il tape dans le fond. S'il Faut qu'il aille bien pour qu'il se prenne en main. S'il Hey, admet pas... vas-y, Non, mais y aller après. s'il ne reconnaît pas, tu vas te battre, puis tu peux... Ouais. Je te dis pas de pas en parler, puis tu vas peux le perdre. présenter certaines résultantes, mais... OK. Mais ça, déjà, moi, je pense que c'est un pas dans... Il reconnaît qu'il y a peut-être un problème de dépendance. Bon, bien, parfait. Alors, lui, il est peut-être encore dans la phase « j'ai du fun encore à consommer ». Donc, on ne pètera pas sa bulle, ça va être très difficile d'arrêter. Par contre, est-ce que tu as un lien affectif sain avec lui ou avec cette personne-là? Ça, c'est génial. Ne le perds pas. C'est ça. Ça, c'est précieux parce que, comme disait Jocelyn, il va aller au bout de son histoire. Mais si, entre-temps, il a besoin de parler, il a besoin d'un mentor, il a besoin de se valider ou de se vider le cœur, puis que le lien y est fort, c'est toi qui vas venir voir parce qu'il sait que tu ne le juges pas. Puis ça ne veut pas dire... Que tu le cautionnes. Et de payer ses dettes non plus, puis de toujours le backer, parce qu'après ça, il apprend rien non plus. Ça Puis coûte j'en ai cher. vu du monde de même. Là, tu sais, j'ai Ouais. un chum qui avait tout, la Ouais. grosse job, le gros char, l'immobilier, puis il a tout sniffé, puis maman puis papa le back encore. Fait qu'il... Le lien est important. Vraiment, le Protéger lien le lien. non jugeant, bienveillant. Et surtout, tu as déjà consommé. Donc, il peut se rapporter à toi. Il va se sentir compris et non jugé. Et ça, c'est précieux. Se sentir aimé, non jugé et compris. Wow! Wow! C'est toi qui vas appeler, mais qu'il soit prêt. L'attrait plutôt que la réclame. Ouais. Merci. Merci, Marco. Oui, merci, Marco. Bonjour, Amélie. Amélie. Salut. Oui. En fait, ça va peut-être être un peu en lien avec ça, mais je vais la poser quand même, indépendamment lequel des quatre, parce que ça va peut-être se ressembler. Mais quelle est la meilleure et la pire attitude à adopter pour quelqu'un qui vit avec un proche ou un enfant ou un collègue qui aurait une dépendance de toutes sortes? On est trop poli, là. Qui se mouille? Ben là, je vois que vous êtes tellement bon. Non, mais relation d'aide, j'aimerais mieux... c'est l'amour inconditionnel, dans le sens que jusqu'à temps, c'est où ce que... Je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais c'est qu'à un moment donné, c'est que, c'est où ce que j'arrête. Mais toujours dans un amour, puis je pense que l'amour guérit tout. Hein? Gandhi disait ça, œil pour œil et le monde deviendra aveugle. Il m'a toujours marqué cette phrase-là. C'est un amour inconditionnel, mais où est-ce que je l'arrête, cet amour-là, quelque part, pour justement que ça ne vienne pas me perdre. Protéger ton corps et de C'est sable ça. de toi, ouais. Tu sais, c'est ça. C'est pas évident. Pour moi, là, c'est comme. C'est tellement tough, c'est tellement ardu, mais en même temps, c'est comme cet amour-là inconditionnel, cet accueil-là, de ne pas juger, d'accueillir, il y a quelque chose à un moment donné, il y a une magie qui se passe. Puis ça c'est au-delà de. Ouais. Puis, si je peux me remettre, Amélie, on se connaît. Laisse-le vivre ses conséquences. Ça aussi. c'est Laisse-le vivre ses conséquences. Comme Étienne mentionnait, tu payes ses étiquettes. Si tu es tout le temps en train, tu nourris la maladie. Ouais. Avec amour, laisse vivre les conséquences. Il n'y a rien qui aide plus un dépendant à changer que les conséquences de ses actes. Question. Bonjour, Sabrina. Moi, je suis du Centre de ressourcement pour entrepreneurs, donc on en croise de cette réalité. Je vais y aller dans le même sens, je vais y aller dans l'authenticité. Moi, ça a fait 26 ans cette année. Wow! Wow, bravo. Mais imaginez, après 26 ans, des fois dans l'entrepreneuriat, on se fait encore dire « parle-en pas trop, dis-le pas Mais j'ai rien touché depuis 26 ans. Et c'est ça ma question. Au niveau société, parce qu'on est plein d'entrepreneurs ici aujourd'hui, là. On parle de vulnérabilité, de si on a quelqu'un autour de nous qui a des difficultés, mais comment on amène les entrepreneurs à oser être vulnérables puis à le dire quand ça va pas? Je peux peut-être commencer. Quand j'ai décidé que j'étais pour en parler personnellement, puis la première fois que je l'ai fait à l'UQAM, puis je vois Olivier, qui est un ancien étudiant juste en avant, puis j'avais un gros groupe, puis il y avait 250 personnes, puis ce que je fais au début des cours, je fais tout le temps la même affaire. Je dis, je pourrais me présenter, mais ça a l'air prétentieux. Faites des équipes, posez-moi 3 questions, puis je réponds à tout. Personnel, impersonnel, sexuel, je m'en fous, je réponds, puis ça fait rire le monde.
La première question que j'avais eue, c'est de quoi vous avez le plus peur? Puis là, j'en avais jamais parlé et je suis assis sur le bureau, je shake. Je fais « All right, je vais être honnête. J'ai déjà eu une dépendance, j'en suis quasiment mort. Ma plus grande peur, c'est de retoucher à ça. Et ma plus grande fierté, c'est d'être debout devant vous autres aujourd'hui. » Puis là, j'ai un applaudissement à tout rompre et j'ai le poil sur les bras juste en parler. Mais à partir de ce moment-là, à chaque pause, à chaque fin de cours, j'avais du monde, j'ai un problème de coach. Quand tu es vulnérable toi-même, tu vas ouvrir la boîte de Pandore puis ils vont être vulnérables. Moi, j'ai appris qu'un de mes chums d'enfance s'était fait violer quand j'ai parlé de mes affaires. Il m'a montré vulnérable, a ouvert un monde de vulnérabilité. Fait que c'est en donnant l'exemple. Ça part par l'exemple, puis ça part du leadership. Puis, tu sais, dans votre contexte à vous, là, d'être capable d'installer une culture d'entreprise qui va au-delà d'un poster sur le mur avec 3 valeurs. Là. Quand tu es véhicule pour vrai, quand tu les vis pour vrai, puis quand un boss est capable de se montrer vulnérable. Encore un lien peut-être boiteux avec le foot, là, je m'excuse, mais Chris Jones, que Big Seb connaît, mon coach préféré de tous les temps, on se fait ouvrir sur un jeu, l'autre équipe score un touché, puis là, on est tous, le lendemain matin, ceux qui connaissent le foot, le lendemain matin, tu es en meeting, puis il va falloir que tu regardes le jeu de tous les angles différents, puis tout le monde va se faire ouvrir. Esti. Fait que là, le jeu arrive, puis on est tous comme... Mais Chris, le coordinateur défensif, embarque en avant, puis il dit « Guys, je veux prendre un instant pour m'excuser. Parce que ce jeu-là, ce toucher-là, c'est de ma faute. Je vous ai mis dans une mauvaise stratégie défensive. C'est à cause de ça, on ne le regarde pas, le jeu. » Et après ça, par exemple, tout le monde voulait aller à la guerre pour ce gars-là. Fait que si un gars, une fille en position de pouvoir, en position de leadership, est capable de se montrer vulnérable, véhicule les valeurs qui sont sur le poster, les véhicules pour vrai, mais après ça, il y a une ouverture. Et ça ne veut pas dire de ne pas être capable de faire comme « Je t'entends, je te jure qu'on va y revenir, mais là, on a une job à faire, on a une game à jouer, esti, puis on va aller scorer, puis après ça, tout le monde, on prend le temps d'en parler. » C'est qu'on a des fois tendance à penser que la bienveillance puis le volet humain va nuire à la performance, alors que c'est tout l'inverse si tu le fais correctement. Mais Jasmin, j'endosse ce que tu dis à 100%. Puis je vais faire du pouce sur ce que Sabrina vient de dire, puis je réponds un peu par la porte d'en arrière avec la question d'Amélie. Une des pires choses à faire, c'est de faire semblant. Ne faites pas semblant qu'il y a un problème. Vous l'avez vu, vous en êtes témoin. Et après ça, si le plus vite possible, vous êtes capable de parler au jeu, pas d'accuser l'autre, mais dire « je suis inquiète, j'ai peur, est-ce que tu veux qu'on parle? Peut-être pas, c'est correct. » Mais si la personne est trop dans sa bulle, est trop dans le gain de consommer, toi, par contre, tu es en détresse. Il y a de l'aide pour ça. Je ne vais pas faire juste de la publicité pour la Maison Jean-Lapointe parce qu'il y en a plein qui l'offrent, mais on a un programme d'aide à la famille et aux employés. Très top. Ça, là, le PAF. Parce que le PAF, le programme d'aide, ça, on est bons, nous autres, dans les acronymes puis dans les drôles de numéros. Parce que programme PAF, on connaît l'expression. Juste le numéro de téléphone. 514-288-2611. C'est pas des jokes. C'est le numéro de la Maison Jean-Lapointe. Puis j'avais dit à mon père, 2611. Pourquoi pas 41? Ben 26, c'est assez, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, finalement, le numéro est resté 2611 et le programme d'aide à la famille et aux employés, c'est fait pour les proches, les parents, les amis, les conjoints, les conjointes qui se trouvent dans une grande situation de vulnérabilité, d'impuissance. Ils ne savent pas par quel bout de prendre parce qu'on vit beaucoup de culpabilité, on vit beaucoup d'impuissance et souvent on est maladroit dans notre façon d'accompagner la personne qu'on aime et qui souffre et qui, elle aussi, est maladroite dans sa façon d'exprimer. Parce que là, clairement, la personne qui consomme, elle consomme plus juste pour du fun, là. Ouais. Alors ça, c'est juste pour vous dire que d'être capable d'aller chercher de l'aide par la porte de côté, mais de ne pas jouer à l'autruche, de ne pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. Parce que là, tout va bien. Ça s'en va dans le mur. Oui, exactement. Merci, c'est vraiment super intéressant. J'ai une petite exploration, une petite question en même temps par rapport à l'espace, justement, de notre espace de souffrance. La place de la souffrance dans la dépendance est énorme, évidemment. Puis pour s'en sortir, c'est beaucoup ça, hein, se rendre vulnérable, avoir le courage de se partager, puis le courage de se regarder aussi. Puis je trouve que dans toutes les stratégies de croissance personnelle, il y a beaucoup d'emphase sur regarder le positif, aller vers le bon,
avoir des gratitudes. Et moi, là où j'aimerais vous entendre, dans le fond, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'il y a une espèce de culture du positivisme à outrance, de la performance, de je dois me sortir de l'adversité. Puis, pour illustrer ça, j'aime bien un exercice que j'appelle la rose et l'épine. Sur une rose, il y a les pétales qu'on aime qui sentent bon. Puis il y a la tige qui est remplie d'épines. Puis les épines peuvent nous faire mal, mais elles sont là aussi pour nous protéger. Puis en fin de journée, ce que j'aime bien, puis c'est pour ça que j'aimerais voir quelle place ça peut avoir, de prendre le temps d'avoir des gratitudes, mais aussi de prendre le temps de se rappeler c'était quoi mon épine aujourd'hui, pour que l'épine coexiste avec la fleur et qu'on ne soit pas seulement dans la culture du mieux-être par le beau, mais la culture aussi du mieux-être par le fait que je suis imparfait, je vais normaliser que j'ai des failles et que c'est correct comme ça, puis je vais aimer ça tel que c'est aujourd'hui, d'aller les chercher et les aimer comme ça. Fait que ça, je trouve, c'est moins dit directement dans la culture de la croissance personnelle ou de l'émergence, disons, vers un mieux-être. Donc, je voulais voir un peu de ce côté-là, qu'est-ce que vous pensez de... Super bonne question. Je pense qu'à partir du moment où tu fais juste regarder le positif, ben, tu n'es pas complètement honnête avec toi-même non plus. Puis on parle d'honnêteté, on parle d'enlever l'ego, on parle d'analyser avec humilité. On fait des bons coups. On a plein de belles affaires dans nos vies, puis on échappe aussi. Puis des fois, c'est même pas de notre faute. Il se passe quelque chose qui nous contrarie. Puis moi, je sais qu'un de mes problèmes depuis toujours, c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. Puis asti, moi, j'étais un tough. Asti, j'ai pas, moi, je me regarde par en avant. Ouais, mais là, je pèle par en avant, puis j'adresse pas les problèmes, puis ils disparaissent pas quand tu les adresses pas. C'est mal fait, asti, j'aimerais bien ça. Mais c'est pas de même que ça marche. Fait à partir du moment où tu es capable de regarder honnêtement le portrait de la situation, mais après ça, tu es capable de corriger ou d'adresser certaines situations qui t'ont dérangé. Mais c'est une question de mindset aussi. Puis c'est drôle parce que là, on est sur le stage, on a l'air de l'avoir, l'affaire, puis d'avoir réponse à tout. Je peux vous dire qu'on doute. On se remet en question. Moi, je suis dans mes débuts en entrepreneuriat. J'ai des nuits blanches en esti, puis je me dis, j'ai-tu pris une trop grosse bouchée, esti, que je suis capable de l'avaler, cette bouchée-là? Ceci dit, à partir du moment où tu le sais que ton cerveau va te jouer des tours aussi, moi, c'est ça que mindset veut dire pour moi. Ça ne veut pas dire que je vis de quoi de difficile, puis tout de suite, je le transforme en positif. Non, c'est de trouver le moyen. Ben, comment je le gère? Puis comment, après ça, je le solutionne? Le quick fix. Moi, il faut que je me méfie du quick fix. Ça va pas envoyer une pilule. Ça va pas, il faut qu'il y ait une solution. Ça va pas faire de quoi. Le quick fix, c'est ce qui m'a amené à souffrir d'une grave dépendance. Le raccourci. Alors, je pense que la méditation, tu en faisais beaucoup parler, tu en mention tantôt, Jocelyn, le pas de recul. Est-ce que je peux reconnaître présentement que ça va pas, que j'ai pas la solution et que j'ai peur? J'ai peur de l'échapper. J'ai peur. Peux-tu juste reconnaître que je suis en train de l'échapper avec mon fils, je suis en train de l'échapper avec ma job, ma conjointe. Juste de reconnaître j'ai peur, j'ai de la tristesse, de la ressentir plutôt que de la geler et de trouver un quick fix. Ça, là, ça m'a mis dans le trouble. La journée que j'ai compris de reconnaître que c'est tough. Ça m'a pris des années à appliquer ce que je veux dire là, mais ce que tu fais face s'efface, ce que tu fuis te suit. Puis, ce à quoi tu résistes persiste et s'aggrave. C'est pour ça qu'on te laisse parler en dernier. Hey, les boys, le punch de la fin. ça fait le tour de tout le temps qu'on avait. Jasmin, Jocelyn, Jean-Marie, merci infiniment. Merci à la gang. Seb, c'est toi qui as le mot de la fin. Seb. Merci beaucoup. Merci tout le monde, on peut les applaudir. Merci les boys. Vraiment. Merci les boys. Merci. Caroline. On a de partir, c'est une autre. Good job, man. Ça, c'est de l'énergie. Ça, c'est du collectif. Vraiment beau. Merci beaucoup. Hey, on va tous rester comme ça. Je tiens à remercier tout le monde qui sont venus. J'apprécie tellement. On a parti ça comme d'habitude. On part l'affaire. On essaie de rassembler les gens pour parler de ça. Je pense qu'il faut en parler plus. Je pense qu'il faut avoir les vraies discussions. Je pense que c'est important. Que ce soit même dans vos sociétés, avec vos employés, c'est important parce que c'est quelque chose qui existe. C'est là.
Ça va continuer à rester, mais il faut au moins en parler pour de vrai. Sébastien, juste avant que tu annonces les bonnes nouvelles, il y a peut-être des gens qui avaient une certaine gêne, très mal à l'aise de parler de ça devant tout le monde. On en a parlé de ça. Nous, on reste, on ne part pas en voleur, là. S'il y a des gens qui veulent nous parler plus en privé, on est là. C'est bon? Super. Fait que nous, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'avec la générosité de tout le monde qui a participé à l'événement et autres. Un petit quoi? OK. Il y a une slide qui s'en vient. Regardez les télés. Mais nous avons amassé aujourd'hui 10 800 $. Oh, yeah! Wow, merci! Ça, c'est grâce à tout le monde. Fait que, merci beaucoup à tous. J'essaie de rester ça sur le temps. On a dépassé de 5 minutes, c'est important. Il y a du monde qui ont déjà des meetings ou des choses, mais on reste ici. Vous pouvez continuer à discuter, à parler, à échanger. Nous, on reste là. Mais merci du fond du cœur à tous d'avoir participé parce que, bon, je vous ai tous appelés quasiment. Fait que merci beaucoup. J'apprécie énormément. Ça va me coûter cher de table quand vous allez avoir des événements. Mais c'est correct, je vais répondre oui. Merci beaucoup à tous et bon après-midi. Peux-tu juste dire... C'est bon, hein? J'ai juste un petit quelque chose à dire. Vous avez juste là le code QR pour la maison Jean Lapointe. Il y a des dons. Il y a déjà 10 800 qui ont été amassés. Si vous avez un petit peu de lousse, il y a un petit code QR là. Et j'aimerais juste dire qu'une des choses que moi, j'ai retenues de votre témoignage qui était vraiment « wow », c'était votre accueil de soi. Vraiment un vrai accueil de soi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'entrepreneur, en tout cas pour moi, qui n'est pas facile à faire. Alors, merci à vous vraiment d'avoir fait ça. Et notre petit slogan, attends une minute, ça marche, celle-là, tel que. C'est la force du collectif et l'énergie du leadership. C'est ça que le Wolfpack amène. Fait que, si vous avez un désir de collaborer, de vous développer, bien, faites un petit signe à quelqu'un qui a une cocarde. Ça va vous faire un plaisir. Merci encore. Merci à toi. Merci, bravo.